France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum qui débute ainsi en ce mercredi 27 juillet avec Ousmane Timéra, chef de projet de la ville. Bonjour Ousmane. Bonjour, t'as du mal avec la ville, c'est politique de la ville. Politique de la ville, ouais, je sais. Faut pas oublier le mot politique, c'est vrai. C'est très important, je crois que c'est le plus important d'ailleurs, le mot politique. Et Karim Boulroups, qui est lui attaché parlementaire. Comment va Karim? Ça va très bien, et toi Christophe? Bonsoir Ousmane et Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc ils font connaissance avec vous et ensemble en direct sur France Maghreb 2. Donc à la une de l'actualité, un meurtre barbare. C'est le pape François qui condamne en ces termes l'assassinat d'un prêtre hier en Normandie à Saint-Étienne-du-Rouvray, attentat en plein office perpétré dans la matinée par deux hommes qui ont été abattus. L'un des tueurs était assigné à résidence sous bracelet électronique pour avoir voulu rejoindre les terroristes en Syrie. L'attentat a été revendiqué par Daesh. Ce matin, la conférence des représentants des cultes s'est tenue à l'Elysée. François Hollande assure que tout sera fait pour protéger les églises et les lieux de culte. Promesse adressée donc notamment au pape alors que François arrive en Pologne, à Cracovie, pour les journées mondiales de la jeunesse. Attentat meurtrier ce matin dans la ville syrienne de Kamishli, près de la frontière turque. 48 tués, 140 blessés. 2 explosions donc dans des bâtiments de la sécurité kurde. Autre titre aussi, Hillary Clinton officiellement candidate démocrate pour la présidentielle américaine de novembre. Investiture qui va se conclure demain avant l'entrée en campagne officielle, donc dès vendredi. Hillary Clinton en lice 8 ans après avoir échoué face à un certain Barack Obama. Et puis nous parlerons, messieurs, parce que je sais que ça vous tient à cœur et nous aussi, de Adama Traoré, 24 ans, retrouvé mort à la suite d'un contrôle de gendarmerie. Je précise parce que c'est important, de gendarmerie du côté de Beaumont. Persan Beaumont, et s'en est suivi donc des nuits de violence, bien sûr. On verra et on fera le point justement sur l'enquête puisque vous avez tous les deux des informations à nous apporter. Pour l'heure, c'est le zapping. Le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télévision comme à la radio. Hier soir, le président de la République s'est exprimé depuis l'Elysée d'un air grave sur ce qui s'est passé hier matin à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un prêtre, le père Jacques Hamel, un homme plein de bonté, a été sauvagement assassiné, égorgé, dans une église, à Saint-Étienne-du-Rouvray, au milieu de ses fidèles, eux-mêmes pris en otage. Les 2 terroristes ont été abattus par la police. Je salue leur courage à ces policiers qui sont intervenus dans un délai très court. Cet acte abominable est une nouvelle épreuve pour la nation, alors que nous portons encore le deuil des 84 victimes de l'attentat de Nice, et que Paris, l'année dernière, avait été si durement frappé. Les catholiques de France et du monde sont meurtris. Et ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions et leurs confessions, qui se sentent atteints au fond d'eux-mêmes. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. C'est semer l'effroi. Car ce que veulent les terroristes, c'est nous diviser, nous séparer, nous opposer, nous déchirer. Face à cette menace, qui n'a jamais été aussi grande, en France comme en Europe, le gouvernement fait preuve d'une détermination absolue dans la lutte contre le terrorisme. Il mobilise tous les moyens humains et matériels, avec une présence à un niveau jamais atteint sous la Ve République de nos policiers, de nos gendarmes et de nos militaires sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement applique et appliquera avec la plus extrême fermeté les lois que nous avons fait voter et qui donnent à la justice, aux préfets, aux forces de l'ordre et aux services de renseignement la capacité d'agir, amplifiée par la prolongation et le renforcement de l'état d'urgence. Mais je le dis clairement, restreindre nos libertés, déroger à nos règles constitutionnelles, n'apporterait pas d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et affaiblirait à coup sûr la cohésion si précieuse de notre nation. Notre pays doit éviter les surenchères, les polémiques, les amalgames, les suspicions. Notre pays fait la guerre. Une guerre à l'extérieur, c'est le sens des décisions que j'ai prises en Syrie et en Irak. Fait la guerre à l'intérieur,
en luttant contre la radicalisation, en traquant les individus djihadistes, en éradiquant les réseaux criminels. Et nous continuerons. C'est dans la persévérance que nous l'emporterons. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Car je vous l'assure, cette guerre, nous la gagnerons. Vive la République et vive la France. Vous pouvez d'ores et déjà nous dire ce que vous avez pensé de la prestation du président de la République François Hollande. Maintenant, quelques paroles avec une émotion importante, celle du maire de Saint-Étienne-de-Rouvray. Soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie et dans le respect de tous. Merci. L'émotion donc immense dans la bouche donc du maire de Saint-Étienne-de-Rouvray. À présent, le témoignage recueilli par France 2, celui de Sœur Danielle, c'est cette sœur qui a réussi à s'enfuir et à prévenir, arrêter une voiture et à prévenir la police pour qu'ils interviennent. Elle raconte ce qu'elle a entendu et vu. De la peur, oui, de la peur, surtout quand ils sont rentrés. De la peur, oui, on s'est dit, on y passe. Enfin, moi, quand je les ai vus rentrer, je me suis dit, bon, ça y est, hein, c'est fini. Enfin, je me suis dit, je sais pas vers quoi on va, mais je pensais pas qu'ils allaient s'acharner sur Jacques. Parce qu'ils l'ont obligé, il était encore en aube, en chasse-d'œuvre, enfin avec son aube, il était au pied de l'hôtel, ils l'ont obligé à se mettre à genoux et puis pas bouger. Et quand on a vu le couteau de la main droite, j'ai dit bon, c'est sûr que là il y a quelque chose qui va se passer. Mais ils ont pris la prise de parole à la place de Jacques, à la limite, lui il venait de célébrer sa messe et eux ils ont pris sa place pour parler en arabe. Mais ça, moi je suis pas compétente. Et je sais pas quoi qu'ils nous ont raconté, mais vous les chrétiens, vous nous supprimez. C'était un peu ce style de conversation qu'ils ont crié un petit peu. Enfin, voilà. Ben oui, tout à fait. Alors que s'acharner à Jacques, c'est quand même, c'est lâche. Et lui s'est battu, s'est défendu. Il a essayé de se débattre, il a essayé, mais je crois que il a 92 ans quand même, le père Jacques. Il a bien senti ce qui se passait. Il a senti certainement ce qui arrivait. Je suis partie en courant et puis j'ai appelé arrêté la première voiture. C'est vous qui avez prévenu les... C'est la voiture c'était une voiture, je pense, de l'EDF. Le gars, il avait son portable, il a appelé la police tout de suite, puis ça a été très vite. Pour finir ce zapping, la réaction très surprenante, mais en même temps pas trop, celle du maire de Béziers, Robert Ménard, sur ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne-de-Rouvray. Comme tous les Français, je ne suis pas seulement peiné, catastrophé, atterré par ce qui vient de se passer, mais je suis excédé. Excédé parce que je ne comprends pas. On nous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses qui me paraissent évidentes. Quand un délinquant, un criminel étranger est responsable de violences en France, qu'est-ce qu'on attend pour le mettre dehors? Qu'est-ce qui nous étouffe nos états d'âme? Il y a un certain nombre aujourd'hui d'islamistes classés S. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les mettre tous en prison? Si on ne peut pas avoir de place en prison, mais on n'a qu'à construire des camps de détention. On les met là, c'est leur place. C'est leur place. On me répond quoi? On me dit, mais il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, on n'a qu'à s'en retirer. Personne ne nous oblige à signer ce texte qui nous lie les mains. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a au moins ces deux mesures à prendre. N'importe quel gouvernant digne de la place qu'il occupe, digne de la fonction qui est la sienne, digne de ses responsabilités face aux Français, n'importe quel gouvernant devrait prendre ces décisions. Alors pourquoi ils ne le font pas? J'hésite, je ne sais pas. Parce que pour la gauche, c'est un électorat, je parle évidemment des musulmans qui leur sont acquis à 90%, ou plus grave encore, parce qu'on a perdu toute volonté, tout désir de vivre, tout désir de se défendre, parce qu'on est, comme M. Cazeneuve, prêt à tout pour continuer à occuper ses fonctions. Honnêtement, dans n'importe quel pays, M. Cazeneuve aurait au moins présenté sa démission.
Ça s'appelle la morale. Ça s'appelle la morale. Voilà pour ce zapping. Alors messieurs, en un mot, avant la pub et avant de passer à un autre sujet temporairement, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce zapping entre François Hollande, Sœur Daniel, le maire de Saint-Étienne-de-Rouvray et Robert Ménard? On a gagné meilleur par la fin quand même. Karim. Alors, moi, il y a plusieurs choses, mais si je dois retenir qu'une seule chose, c'est les propos de Robert Ménard, évidemment. J'aurais aimé le voir à la place de Bernard Cazeneuve pour qu'il se rende compte de la tâche que ce que c'est lutter contre le terrorisme, en tout cas, et contre les injustices. Je suis pas sûr qu'il aurait fait mieux. Et à son idée de remettre les centres de détention juste parce que vous êtes suspecté ou d'appartenir à soi-disant un islam radical, j'ai pas envie que la République revienne avant 1789. Ousmane. Moi, je reviendrai sur les propos de François Hollande quand il parle de la guerre. Je pense que quand une politique n'atteint pas ses objectifs, il faut avoir le courage d'essayer d'en imaginer d'autres. Or, aujourd'hui, on est face à une attitude politique qui est de dire, si ça ne marche pas, continuons encore plus loin. Mon traitement ne marche pas sur le malade, il est sur le point de mourir, eh bien je vais augmenter les doses du même médicament. Et je pense que c'est une erreur que d'aller dans ce jusque-boutisme-là. Et dans ce sens-là, pour moi, que ça soit François Hollande qui se dit être le rempart contre l'extrême droitisation des propos des républicains ou les républicains qui eux-mêmes font la course à l'extrême droite, dans les deux cas, on est face à un monde politique qui a du mal à essayer de changer de politique. Le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Et donc, la question aussi de la guerre en Syrie est à questionner. Qu'est-ce que les Français foutent là-bas ? Quel est notre intérêt ? Tout comme en Irak, au Mali, en Centrafrique. Donc il faut que nous revoyions là-dessus. Pourquoi est-ce que la France fait autant de guerres ? Moi je pense qu'il y a des intérêts économiques et d'autres intérêts que j'aurai sans doute l'occasion de détailler tout à l'heure. Et dans un instant, on va quand même revenir sur l'affaire Traoré, puisque là plus personne n'en parle. Il y a évidemment ces attentats, Nice, et puis donc ce qui s'est passé hier. Et pendant ce temps-là, il y a un jeune qui est donc s'est retrouvé mort à la suite d'un contrôle de gendarmerie du côté de Beaumont. Persan-Beaumont dans le 95. On y revient dans un instant parce que vous avez quelques éléments à nous apporter. On y revient avec vous au 08 92 23 99 50 pour prendre la parole avec nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h30 avec cette question Facebook posée aujourd'hui. Question toute simple. Que peuvent faire les citoyens français de toute confession pour lutter contre le terrorisme à leur niveau, selon vous? Votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous le donner. On en reparlera avec nos deux intervenants d'aujourd'hui, à savoir Ousmane Tivera, qui est toujours chef de projet politique de la ville. J'ai réussi. Oui. Et avec Karim Bolroms, qui est lui attaché parlementaire. Alors messieurs, avant de revenir sur cette actualité chaude, brûlante, bien sûr, on va pas y échapper. On va revenir quand même sur l'affaire Traoré. Adama Traoré a 24 ans. Il était dans la rue avec son frère et des amis lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie de Persan-Beaumont dans le 95 et ensuite, à la suite de cette garde à vue, on a appris qu'il avait été décédé. Dans un premier temps, le procureur a parlé d'une infection grave. C'est ce qu'a révélé la première autopsie. La famille a démenti et persiste à dire qu'il a été violenté. Son frère d'ailleurs parlant d'un gendarme sortant le t-shirt plein de sang. Et une nouvelle autopsie a été autorisée par la justice pour une autopsie, c'est-à-dire indépendante, pour révéler visiblement s'il y a eu coup ou pas porté sur Adama Traoré. Karim Bolroms, je sais que vous suivez cette affaire puisque vous êtes du 95. Qu'est-ce qu'on a comme élément nouveau dans cette affaire? Alors, comme élément nouveau, c'est que il y a une contre-autopsie qui a été acceptée par la juge, la juge en place, sachant qu'il y a déjà une première autopsie qui a été ordonnée par le procureur de la République et qui avait
en tout cas préciser que sur le corps d'Adama Traoré, il y a eu une infection très grave. Mais la première autopsie ne précise pas que cette infection est l'origine, en tout cas, et la cause du décès. Il y a que dans les gendarmeries ou dans les commissariats qu'il y a des infections ou crises cardiaques. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a une infection. Moi, je me tiens une réflexion personnelle. Au rapport de l'autopsie. Ouais, le premier rapport. Et puis, dans le même communiqué du procureur de la République, qui précise que le corps d'Adama n'a pas subi de violence grave ayant entraîné la mort. C'est-à-dire, il a peut-être des violences, mais peut-être pas subi jusqu'à entraîner la mort. Ça, c'est la première autopsie. Aujourd'hui, c'est que la décision va tomber aujourd'hui. Hier, la juge d'instruction du dossier a accepté la demande, en tout cas de la famille d'Adama Traoré, qui est de la contre-autopsie. Et je pense que les résultats vont être rendus aujourd'hui. On les attend avec impatience, et surtout qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est une autopsie indépendante? C'est un médecin légiste, donc indépendant. C'est une institut indépendante. C'est l'État qui réquisitionne l'institut pour faire une autopsie. Est-ce que l'affaire Ziad Ebouna a servi de leçon, Ousmane? Écoute, ça fait 11 ans là bientôt, et je suis en train d'écrire un texte que j'espère finir assez rapidement, et je l'ai appelé d'un Traoré à l'autre, parce qu'effectivement ça fait 11 ans pile poil presque, où il y a eu les émeutes de 2005, je dirais révolte, où Ziad Benna et Bouna Traoré ont été tués. En tout cas, c'est ma conviction. On les a laissés mourir, et il y avait une part large de responsabilité de la part des policiers qui les ont abandonnés. Ils ont été relaxés en début de cette année, 2016, et nous nous retrouvons avec un autre Traoré qui meurt dans des circonstances atroces. Alors, est-ce qu'ils l'ont frappé, pas frappé? La question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté? Contrôle de papier. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont emmené? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû le violenter? Parce qu'on dit que il n'y a pas eu de violence ayant entraîné la mort. Donc ça sous-entend qu'il y a eu des violences qui n'ont pas entraîné sa mort. Au nom de quoi est-ce qu'on est violent envers un autre concitoyen? C'est pas précisé sur le rapport, mais en tous les cas, il n'est pas mort tranquillement dans des fleurs, ce monsieur. Et entre les deux, 11 ans, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Je rappelle le monsieur Ali Ziri, c'était un vieux monsieur aussi. Et il y avait d'autres personnes qui se font à chaque fois attraper par la police et qui ressortent pas vivant. Donc il y a, de manière globale, il n'y a pas, non seulement la leçon n'a pas été tirée, non seulement les conséquences des émeutes entre guillemets de 2005, je me rappelle, il y avait toutes les promesses du monde qui n'ont pas été tenues, et on n'en a pas tiré des leçons, et on attend les catastrophes à venir. Et moi je pense que une partie de ce que nous arrive aujourd'hui en termes de terrorisme et autres est en partie liée à cela. C'est que la violence a changé de forme et a changé d'état. Mais il y a un malaise extrêmement grave en France. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a 2 semaines ici. La politique aujourd'hui doit essayer de comprendre en profondeur le malaise qui se trouve dans ce pays, notamment entre la jeunesse et la police. Maintenant, je questionne les militants que nous sommes, ceux qui sont du côté des opprimés et des plus faibles. En 11 ans, nous nous sommes mobilisés. Il y a eu des groupes qui se sont mis en place, des associations. Il faut que nous questionnions notre action. Il faut que nous remettions en question notre politique, notre absence de politique. Comment ça se fait que ces différentes associations ne se sont pas regroupées en un parti? Comment ça se fait que ce malaise qui se trouve dans les quartiers populaires n'est pas pris en charge politiquement pour peser dans le débat public? Ça, c'est dû à notre échec à nous. Et j'ai des choses à dire sur ce sujet-là, mais l'occasion me sera donnée ultérieurement. On va accueillir Karim, qui est avec nous au standard. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Ah bah il y en a deux aujourd'hui, Ousmane et Karim, qui ne sont plus des invités, ils font partie de la Dream Team du Grand Forum. Oui, d'accord. Voilà. Alors Karim, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas parler donc de ce qui s'est passé parce que j'ai pas le vocabulaire assez riche pour dire que ça me dépasse. Moi j'en suis arrivé à un stade où mon vocabulaire ne suffit plus. Moi ça me dépasse. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que ça a suscité en moi un bouleversement que je ne soupçonnais pas. Je veux dire, moi j'ai toujours été, et tu me connais Christophe, très critique envers la France, j'ai toujours critiqué son islamophobie, etc. Mais de là à ce qu'on y égorge ses enfants et ses prêtres, c'est quelque chose qui m'a retourné. Ouais. Et j'ai senti en moi
un amour pour la France que je ne soupçonnais pas. J'ai l'impression qu'on égorgeait ma deuxième mère. On est les larmes aux yeux parce que ça a dépassé ce que je pouvais supporter. J'imagine ce pauvre prêtre de 86 ans qui devait avoir du mal à se lever. Et ils l'ont obligé à se mettre à genoux, ils l'ont... C'est intéressant d'entendre tout ça. Moi, on en parlera tout à l'heure parce que là, on parle d'Adama Traoré, mais moi, ce qui me surprend, c'est effectivement tout le monde s'émeut et à juste titre de la mort de ce prêtre, de ce vieux monsieur. Mais moi, je m'émeus autant de ces jeunes, de ces gens en famille qui étaient sur la promenade des Anglais à Nice et qui sont fait écraser. Vous imaginez en quelles circonstances par ce 19 tonnes, hein, je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus qu'il y a 35... Comme ceux qui étaient au Bataclan ou ailleurs. Ou qui étaient à tes terrasses de café. Attention de ne pas faire de hiérarchisation dans la mort, quand même. Ils sont morts sur la promenade des Anglais, d'après ce que j'ai entendu. Mais je veux te dire, moi, j'ai toujours été critique envers la France, etc. Mais là, j'ai l'impression que... Moi, je voudrais que... Moi, je veux plus descendre dans la rue pour dire que je me désolidarise de ces gens-là, parce que le dire que je me suis désolidarisé, c'est quelque part j'étais solidaire et tout à coup je le suis plus. Je n'ai jamais été. Moi, je voudrais que les musulmans de France descendent dans la rue pour dire qu'ils aiment la France, qu'ils aiment les chrétiens, oui, Karim, et que la France n'est pas un ennemi, ouais. Et que moi j'aime la République, j'aime la France, j'aime les chrétiens, j'aime le pays qui m'a nourri, éduqué, qui m'a permis d'aller à l'école, qui m'a donné un métier, qui m'a permis de fonder une famille, même si je le critique sur beaucoup de plans. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui a pu m'offrir ça, et je suis beaucoup plus heureux dans un pays laïque, républicain, que je ne le serais dans un pays musulman. Et je voudrais que les musulmans de France, pour une fois, descendent. On est 7 millions, je voudrais qu'il y en ait au moins 4 ou 5 qui descendent pour dire que, non pas pour dire qu'ils ne sont pas solidaires, parce qu'ils ne l'ont jamais été, ouais, mais pour dire on avait compris. Qu'on aime les Français, qu'on aime la République, qu'on aime les chrétiens, et que la France n'est pas notre ennemi. C'est ça que je voudrais qu'on fasse. Karim, merci beaucoup en tout cas. Tu souhaites répondre à Karim? Oui, alors je me permets de répondre à l'auditeur. Alors c'est intéressant ce qui est dit dans le sens où la France, la République n'est pas liée. Mais ça, je pense que personne ici, et je n'ai entendu personne en tout cas de ceux qui critiquent, qui sont assez critiques envers la République, dire que c'est notre ennemi. Non, elle est pas parfaite, la République. Elle a des imperfections, malheureusement, mais on est dans la critique constructive. Et on critique ce qu'on aime, mais évidemment on critique ce qu'on aime. Et je rappelle que ce pays qu'on a, la France, qui a accueilli, en tout cas pour ma part, mes parents, mes ancêtres, qui m'a donné une instruction éducative, donc grâce quand même à ce pays, et bien entendu plein de rencontres dans ces pays riches, que j'ai pu construire un avenir et surtout une capacité de intellectuelle de critiquer, de pas critiquer. Je pense pas que j'aurais pu, je pense pas que j'aurais pu avoir ce même bagage en allant dans un pays soi-disant musulman actuellement. Mais pour répondre, quand ce qu'il disait, il demande à tous les musulmans de France, en tout cas de descendre dans la rue. Moi, je suis sceptique sur ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer soi-disant la solidarité avec la nation, pourquoi pas, mais quand on se dit je dois me désolidariser de quelque chose, ça veut dire à un moment donné j'étais solidaire. Moi, j'ai jamais été solidaire de ce qui s'est passé, de ce genre de barbare, de ces actes atroces. Et dernier mot. Oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on termine quand même sur l'affaire d'Adama Traoré. Voilà. Et dernière chose, je suis prêt à m'associer à n'importe quelle associative pour défendre la République, mais avec mes concitoyens français, de quelle que soit leur confession. Alors, Ousmane, on parlait évidemment de l'affaire Adama Traoré, donc on attend le résultat de cette nouvelle contre-expertise concernant l'autopsie de Adama Traoré. On parlait de ce qui n'a pas été retenu comme leçon par rapport à l'affaire Ziad Ebouna il y a 11 ans. Il y a un réel problème dans la police. Les contrôles aux faciès, pourtant on nous avait promis qu'on allait y mettre un terme, ils existent toujours. Quand on est noir et arabe dans ce pays, il faut dire qu'on a 2, 4, 5 fois plus de chances d'être contrôlé que si on est un blanc comme moi par exemple. C'est vrai, c'est une réalité, vous le vivez tous les deux je pense. À titre personnel, moi, je ne me fais jamais, je me fais rarement, je me suis fait jamais contrôler même, je crois, 1 ou 2 fois où j'étais agressé par un policier, mais il y a plus de 15 ans. Mais,
en fait, je ne veux pas tomber dans le cas particulier des uns et des autres. Moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, qu'on dépasse le médiatique, qu'on dépasse l'analogique, parce que le problème de ce que je critique par rapport au mouvement des quartiers populaires, soit ils sont dans l'analogique, c'est-à-dire c'est des gens de gauche, et on dira donc c'est un problème social, et donc c'est un problème social, donc c'est semblable au problème des prolétaires, et donc on va prendre le logiciel de gauche qui ne fonctionne pas. Ou bien on va aller de l'autre côté parce qu'on est en rage contre la gauche, et donc on va aller du côté des États-Unis et on va dire que c'est un problème racial, et on va essayer de prendre le logiciel des mouvements pour les droits civiques, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, etc., pour essayer de le mettre ici. Ces deux logiques aujourd'hui, pour moi, au jour où nous parlons avec cette affaire d'Adama Traoré, montrent leur échec. Et donc il faut comprendre le fond de l'affaire. Il y a certes une question de dominant et de dominé. Les dominants, c'est en l'occurrence se servent d'un appareil qui s'appelle la police et qui l'utilise comme un moyen de domination. Elle est symbolique, elle est présente dans les quartiers populaires, là où dit quartiers sensibles, c'est là où les choses se passent le plus. En termes de conséquences de la crise, qui ensuite se voit dans l'ensemble du pays. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir ce qui se passe là-bas. Parce que ce qui se passe dans ces quartiers populaires, on dit long sur ce qui se passe dans le reste de la France. Le rapport qu'il y a entre la police d'État et la population, en l'occurrence les plus fragiles, est symptomatique des inégalités raciales, sociales et autres qui existent. Maintenant, la question, c'est nous, en tant que combattants et résistants, et moi, je me mets du côté des résistants contre ces atrocités, ces injustices, qu'elles soient à l'intérieur de la nation française comme au niveau international, parce que c'est la même chose qui est en train de se jouer, avec des différences. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce que nous pouvons nous donner les moyens de résister, de sortir de la réaction. Et c'est ce que je reproche à des gens comme Siam, ou comme des gens qui sont dans la lutte négrophobie, ou voire même les personnes qui luttent contre l'islamophobie. Nous, oui, que je salue au passage parce qu'elle fait un bon travail. Mais le problème, je lui dis ça à titre personnel, elle n'était pas d'accord avec moi. Et je pense que c'est un débat de fond qu'on aura à avoir d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus être seulement dans la réaction. On ne peut plus être seulement dans la dénonciation, même si c'est difficile. Il faut que nous nous donnions les moyens d'une vraie révolution. Et la révolution aujourd'hui, elle est en train d'être dévoyée parce qu'il y a plein de jeunes qui sont révoltés et qui donnent à cette révolte-là des mauvais moyens pour l'exprimer. Il faut donc un moyen politique, une vision. Et de ce fait, il faut qu'à un moment donné, les différents mouvements des quartiers populaires arrêtent de se crêper le chignon. Moi, je vois plein de gens qui sont en train de courir autour de l'affaire d'Adama Traoré comme étant un moyen, un marché presque, pour pouvoir exister. C'est malsain. Donc, je questionne la France. Je dis que nous avons le droit de nous révolter contre la police commet de telles injustices. Si l'État ne veut pas qu'il y ait d'autres émeutes, que ces personnes soient jugées en bonne et due forme, que l'on sache ce qui s'est passé et que l'on réforme clairement la police par rapport au quartier populaire. Parce qu'il y a des policiers, quand ils viennent dans nos quartiers, ils viennent comme des cow-boys. Moi, j'ai des amis qui sont dans la police, ils me l'ont dit clairement. Écoute, Ousmane, quand on nous forme, quand on les forme, surtout les gens qui viennent de province, on leur fait croire que les quartiers populaires, c'est des sauvages. Si tu fais pas attention, tu vas te faire zigouiller à n'importe quel moment. Quand on fait peur ainsi à la police quand elle va dans nos quartiers, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des fleurs qui les attendent. Bah évidemment. Karim, vous êtes du 95. Les choses semblent se calmer depuis quelques jours. Oui, la nuit dernière, elle a été très calme. Bon, je me tiens aux informations que j'ai lues un peu partout. Il y a un réel problème, c'est que, bon, ça, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est qu'il y a une partie de la police, sachant que la police est là pour protéger les citoyens et surtout la République. Il y a une partie de la police qui, il faut le savoir, et ça, il y a des rapports qui le disent, et des études, il faut juste aller regarder. Il y a à peu près 50% de la police française et sympathisante avec le Front National. Ouais. Ça en dit long, en tout cas. Attendez, 50% de la police nationale serait adhérent, sympathisant du Front National. Ça veut dire avec l'extrême droite. C'est extrêmement, ça questionne quand même. Il faut aller regarder les sondages. C'est extrêmement choquant. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont posé la question au ministre de l'Intérieur, et je pense qu'il peut pas aller contre l'institution de la police. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire au sein de cette institution. C'est une institution. Beaucoup ont reproché à l'ancien président de la République d'avoir supprimé la police de proximité, ouais. Qui fait un travail, on va dire, de protection,
mais aussi un travail social qui est important. Oui, on rappelle Sarkozy qui avait été énervé à propos des policiers de Toulouse qui allaient jouer au foot avec les jeunes du quartier. Exactement. Donc vous n'êtes pas là pour jouer, pour faire de la répression. Exactement. Mais malheureusement, gagner la confiance de la population, ça passe aussi par ce genre d'action. Pourquoi pas? Est-ce que finalement cette affaire et d'autres affaires ne pointent pas un échec total de 30 ans de politique de la ville? Ah, Ousmane, c'est ton sujet, c'est ton domaine, ça. Et je vais cracher dans ma soupe. Ouais. Moi, ma conviction, c'est que la politique de la ville ne sert pas à sortir les quartiers populaires de la misère, elle sert plutôt à l'y maintenir. Alors, j'aime peut-être me faire virer quand je retournerai à mon poste après les vacances. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, quand vous voulez véritablement aider quelqu'un qui a faim, soit vous l'aidez à pêcher, c'est-à-dire vous lui apprenez à pêcher, soit vous lui donnez tous les jours du poisson. Et quand vous lui donnez tous les jours du poisson, vous faites en sorte de lui faire rappeler que c'est quand même vous qui lui donnez à vivre. Quand on regarde un peu, je me rappelle, la Cour des comptes, dans son rapport d'il y a, je crois, en 2012, indiquait que l'argent qui était mis dans les quartiers, en termes de droit commun, dans les quartiers populaires, était moindre que ce qui est mis dans des quartiers tels que le 7e arrondissement ou autres. Ou à Levallois. Ouais, par exemple. Alors que, au plan médiatique, ce que l'on dit, c'est que ces quartiers populaires-là reçoivent trop d'argent. Que les pauvres reçoivent trop d'argent, on n'en peut plus, ces gens-là sont ingrats. Non, on maintient ces gens-là dans la situation de précarité dans laquelle ils sont. Et donc, la véritable question, c'est toutes ces politiques-là sont mises en place d'abord et avant tout pour maintenir l'ordre social. Et non pas pour sortir les gens de la véritable misère. Parce qu'il y a des rapports qui sont faits. On sait ce qu'il faut faire pour aider les quartiers populaires. On sait l'argent qu'il faut y mettre. Seulement, il y a des priorités qui sont données. Il y a certains quartiers qui pèsent, d'autres qui ne pèsent pas. Des populations qui sont importantes, d'autres qui ne sont pas si importantes que ça. D'autant que dans une situation de bouc émissaire général dans laquelle nous sommes, depuis 30 ans de politique néolibérale, la seule manière de maintenir le système en place, c'est de désigner des boucs émissaires. Nous sommes en plein dedans. Ouais. Alors moi, ce qui m'étonnera toujours, on va en parler tout à l'heure si vous voulez bien, c'est que effectivement à chaque fois qu'il y a un drame de ce type, ces jeunes se retournent contre leur propre structure. Quand on voit que des jeunes vont brûler des médiathèques, quand ils vont brûler finalement des structures qui leur servent. Ou des voitures de leurs voisins. Ou voitures de leurs voisins, voire même de leur famille, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a toujours questionné, ce genre de comportement. Ça s'explique comment, ça, messieurs? Ça, je pense que c'est plutôt un phénomène qui se reproduit dans toute la société. C'est la violence dans la société. Christophe, mets-toi à la place d'un jeune qui se dit, bon, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre. Donc, autant que j'emporte avec moi, enfin, si je brûle la voiture, une de plus ou trois de plus, je pense que ça va pas changer ma vie et ça changera jamais ma vie. Donc, les gens, enfin, les jeunes, en tout cas. On est dans un tel désespoir qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve contre ses propres structures. Dans les quartiers populaires, en tout cas, il y a une violence sociale due. Moi, je rejoins ce qu'il disait Ousmane tout à l'heure sur il faut se rendre compte sur les discriminations. Je parle pas que juste les discriminations quand on se fait contrôler au faciès, ça c'est évidemment c'est très important, mais il y a aussi les discriminations à l'emploi économique. Quand tu es un jeune qui a grandi dans les quartiers, tu as essayé de postuler dans 100 boîtes et t'as quasiment que des refus, 200 CV et lettres de motivation, t'es plein d'énergie et à un moment donné quand on te met les bâtons dans les roues et t'arrives pas à t'en sortir, et pardon, même si je te fais l'un des meilleurs projets culturels le monde dans ta ville, et t'en as rien à assurer du projet parce que t'es pas bien dans ta tête, t'as pas d'avenir, t'as pas de projet professionnel et surtout que t'as pas de logement décent parce que... Et tu choisis l'argent facile. Et voilà. Mais moi je rajouterais aussi à cela, moi je pense que Durkheim m'appelait cela l'anomie. C'est qu'à un moment donné, quand la loi commune n'est plus portée à l'intérieur de soi par une catégorie de sa population. Elle n'obéit plus aux règles, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de surmoi, chacun fait ce qu'il veut. Le rôle de la politique, et non pas de l'économique, le rôle du politique, c'est de faire d'un tas un tout cohérent. Aujourd'hui, nous n'avons plus de politique. Nous avons des programmes économiques. Mais est-ce que la politique peut être responsable de tout aussi? Non. Je parle pas de responsabilité, je parle d'action. Ensuite, je vais parler des jeunes qui brûlent, parce que je les dédouane pas pour autant quand même. Et je ne pense pas que c'était dans ce sens-là qu'allait aussi notre ami Karim. Mais je parle de notre responsabilité collective. Lorsque le projet de société, je sais que ça semble loin pour les gens, que les gens c'est le concret qu'ils veulent quoi. Mais ça a un impact. Lorsque il n'y a plus d'idéal que d'économique.
que le seul projet de François Hollande, c'est de réduire les 21 milliards de déficit, que le rêve que nous avons, c'est d'aller dans des business schools et non pas d'être des intellectuels, des philosophes ou des serviteurs de l'État ou autres, quand il n'y a plus d'idéal à ce moment-là, eh bien, il y a un délitement de la société, c'est chacun pour sa peau. L'Union européenne, les politiques publiques qu'on a menées depuis 30 ans, on en vit les conséquences aujourd'hui. Que ceux qui voient loin le voient ou pas. Mais je reviens maintenant sur nos jeunes. Oui. Je pense que l'assimilation pour une partie de la jeunesse, et en l'occurrence maghrébine, parce que je pose quand même la question, je suis à Radio France Maghreb 2, oui. Il faut quand même qu'on se questionne. Ensuite, je parlerai aussi des Africains, des Noirs. Il y a quand même quelque chose de bizarre qui est que la plupart des jeunes terroristes sont maghrébins. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation de ces jeunes-là? On peut effectivement critiquer l'État, mais il y a plein de jeunes, entre guillemets, de François, de Dupuis et autres, etc., qui sont dans nos quartiers populaires, suffit d'aller au Nord-Pas-de-Calais, qui vivent la misère. Alors eux, ils expriment la misère autrement. Il y a d'autres catastrophes sociales qui ont lieu là-bas. Mais il faut qu'à un moment donné, nous nous posions la question. Et moi, j'aimais cette hypothèse-là. Je pense que l'assimilation a trop bien marché. Je pense que nous sommes arrivés à un moment donné avec une catégorie de la population qui n'a plus de colonne vertébrale spirituelle et culturelle. Il n'y a plus rien. Et on a enlevé quelque chose et on ne l'a pas remplacé par autre chose. Et donc, de ce fait-là, avec la misère sociale, avec le vide spirituel, avec l'absence de perspective sociale et politique, il y a un délitement. Et ça a un impact dans la conscience de nos jeunes. Moi, je reviens par rapport aux jeunes Africains. Moi, je pense que c'est dans ce chemin-là qu'on va dans les quartiers populaires, hein, si on ne fait pas aussi attention. L'une des choses qui font qu'à un moment donné, des Traoré ou autres, on est entre Batili, qui a sauvé des Juifs, et Koulibaly, qui en a tué. On est entre ces deux-là. Hein. On n'a pas encore basculé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que pour l'instant, dans ces familles-là, Traoré et autres, c'est des Soninké, je les connais très bien. La présence de la famille est extrêmement forte. La famille est là. La culture est présente. Alors, on essaie de la démolir en disant que c'est une culture archaïque, Foulane, Hélène et compagnie. Je me souviens d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Hugues Lagrange qui disait que le problème des Africains, nous donc, moi en l'occurrence, c'est que le père était trop présent. Contrairement à ce qui se passe dans les autres sociétés, dans les autres populations, où le père est pas présent et les familles sont complètement délabrées. Lui, il disait que nous, on avait trop de familles. Et j'avais écrit un article en répondant que c'était justement ça qui nous sauvait. Et que le problème, c'est que justement, il n'y avait pas assez de culture, pas assez de présence, que les structures traditionnelles ont été complètement détruites et que la structure de la République ne les a pas pris en charge. Donc il faut que nous repensions une nouvelle manière de construire notre jeunesse. Et à se poser peut-être les bonnes questions. Monji de Marseille qui souhaite prendre part au débat. Bonjour Monji. Bonjour Christophe, bonjour Antoine, bonjour Karim. Bonjour mon ami. Mais en fait, le débat est très bien posé pour l'instant dans les termes, du moins à mon humble avis, surtout ce qui dit Asman sur la structure familiale. Parce qu'en fait, on a voulu transposer une société sur une autre. Et du coup, on a brouillé les messages. Il n'y a plus, comme il dit tout à l'heure, il a bien raison, il n'y a plus de colonne vertébrale. Par contre, je vais revenir juste sur ce que il disait tout à l'heure aux interlocuteurs sur la question des associations. Moi, je milite modestement dans une association contre l'islamophobie, à savoir le CRI. Mais ça fait longtemps que j'ai retiré le salade d'alarme pour dire que, bon, moi, les gauchistes, pour moi, les gauchistes et le Front National, c'est la même chose. Et même pire, parce que les gauchistes, sont déjà au pouvoir. Et on est dans cette perspective-là, dans excusez-moi, dans cette nasse-là, c'est un peu à cause d'eux, parce qu'ils ont voulu, nous, comme vous connaissez bien ce terme-là, nous paterniser, c'est-à-dire nous traiter toujours comme des gens qui comprennent rien, qu'il faudrait qu'on leur prenne la main, et à force de le prendre la main, ben, les gens ils se sont perdus. Il y a personne qui leur prend la main, ben, ils font n'importe quoi. Conclusion, Monji, conclusion, parce qu'il y a la pub là. Oui, voilà, je conclue là-dessus. Et ça, en fait, c'est ça qui fait que maintenant, pour moi, il y a une autre voie, c'est parler du système colonial qui est toujours présent dans la société, qu'on ne le veuille pas. Et d'ailleurs, la question de la structure familiale découle directement de la façon que la colonisation française a toujours
s'immiscer dans la vie de la cité en voulant modeler la famille à sa propre guise. Merci Monji, c'est intéressant cette question que pose Monji aujourd'hui. Est-ce que la France est encore quelque part se comporte comme un pays colonisateur vis-à-vis de ses habitants ou de certains de ses habitants en tout cas? Moi je laisse Karim répondre à cette grosse question. Non. C'est très habile de ta part, je te remercie. Non, Bon, alors tu sais ce qu'on va faire, on laisse la pub, comme ça t'as le temps de réfléchir et de mesurer tes mots. D'accord? Très bien, merci. À tout de suite. Le grand forum, il est là, messieurs, dames, avec du lourd aujourd'hui. Ousmane Timera, qui est chef de projet chargé de la politique de la ville. Je t'ai fait remixer à Tchouk-Tchouka. C'est pas grave. Et Karim Bolkhoms, qui est avec nous, attaché parlementaire. Lui, c'est plus simple à dire, en tout cas. Avec cette question du jour aujourd'hui que l'on vous pose sur Facebook, vous êtes déjà pas mal à réagir. Que peuvent faire les citoyens français de toute confession pour lutter contre le terrorisme à leur niveau, selon vous? Votre avis nous intéresse. Alors Mustapha qui nous dit tout simplement salam Christophe, salam Ousmane et tous les auditeurs, vous avez oublié Karim, hein. Et puis un commentaire de Belkash Chao. Bonjour, commencez à parler un peu plus de la citoyenneté. Moins de musulmans, la citoyenneté dans une république laïque est la chose la plus importante. La religion doit être un lien entre quoi? Le creusant et son créateur. Elle doit se situer dans la sphère privée. C'est ce que nous dit donc l'habit ne fait pas le moine. C'est ce que nous dit donc cet auditeur. Et puis Karim qui nous dit Salem, lutter contre le terrorisme avec des slogans genre réveillez-vous, mobilisez-vous, ne veut rien dire malheureusement. C'est ce que nous dit Karim. C'est aux politiques de régler ça. La politique internationale depuis Sarkozy, c'est une catastrophe, nous dit Karim. Et puis un autre commentaire, faut nettoyer la France à fond, faut fouiller chaque maison, chaque téléphone, chaque ordinateur et limiter la liberté de chacun. On va commencer par la tienne, mon ami. Faut le jeter dehors, n'importe quelle race, bloquer le site internet. Chaque famille était au courant que son fils suivait les idées de radicalisation. Tous, c'est le mérite de dégager. Voilà, ça c'est un commentaire. Alors je sais pas s'il faut le prendre au premier degré ou pas. Voilà, vous continuez en tout cas de nous adresser vos commentaires. Et messieurs, vous avez le temps de réfléchir un petit peu à cette question quand même importante. Est-ce que la France est encore un petit peu se comporte comme un pays colonial vis-à-vis de certains de ses habitants aujourd'hui en France? Karim, t'as envie de te jeter dans la... Je me jette. Dans la mare. Alors, je pense qu'il y a un peu de reste quand même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il suffit de regarder la composition déjà je parlais quand je suis passé la dernière fois de la région PACA, parce que beaucoup de gens se disaient c'est une région de droite, mais d'extrême droite issue de la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui n'ont pas passé encore à autre chose dans la région PACA. C'est pour ça les violences qu'on voit à travers certains élus de la région, notamment Eric Ciotti ou Estrosi et d'autres, et le maire de Nice qui est issu même du Front National, maintenant il est le républicain Pradel. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas encore admis que l'Algérie a pris son indépendance et il faut passer à autre chose. Il faut accepter que les peuples africains de manière générale et en tout cas les anciennes colonies de la France peuvent gérer leurs affaires eux-mêmes. Quand on voit quand vous savez quand Hollande par exemple a besoin dans son cabinet de nommer un conseiller à Afrique, parce qu'il y a un conseiller spécial pour les relations avec l'Afrique, il fait le tour des ambassades aujourd'hui pour le nommer, parce qu'il y a encore la France-Afrique, c'est-à-dire vous êtes des peuples, vous êtes le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde aujourd'hui, parce que vous êtes des pays en voie de développement, vous n'avez pas encore compris tout dans l'économie, la politique internationale. Par contre, j'ai une solution, c'est que tu dois me faire confiance. C'est pas que tu peux me faire confiance, c'est que tu dois me faire confiance, parce que je m'appelle la France, je connais bien mieux ton pays et tout cela. Que toi. Voilà, que toi. Et donc les solutions économiques, les solutions économiques, c'est moi. Donc ça doit être que moi. Donc tu dois me réserver l'exclusivité des contrats économiques. Donc la France-Afrique, je pense que c'est une bêtise, et malheureusement c'est plus. Enfin, Hollande avait voulu, en tout cas le président de la République avait voulu rompre avec cela, mais il est retombé dans le même travers que l'ancien président de la République. La France est toujours un pays colonisateur, mon cher Ousmane, dans ses idées, dans sa manière de faire. France. Moi, je pense que la colonisation ne s'est jamais arrêtée. Elle a juste changé de forme. Donc ça, on en parlera peut-être dans 200 ans, quand on dira le Sénégal était encore sous domination française. Mais ça, c'est la faute des dirigeants et des élites que nous avons dans les pays du Sud. Et c'est vrai que nous, descendants ou originaires des pays du Sud, on se doit d'être la conscience critique
de la politique, contre la politique française menée dans ces pays, mais contre aussi les élites de ces pays-là qui n'ont de légitimité que dans leur obéissance aux dominants. Mais je reviens à l'interne de la France. Est-ce que il y a une continuité de la politique coloniale envers une catégorie de la population française issue de ces anciennes colonies? C'est ce que disent les indigènes de la République. Peu ne s'en faut que je sois de leur avis. Il y a un certain nombre de similitudes. Et il suffit juste de savoir quelles sont les personnes qui ont mis en place les premières politiques sociales dans les années 60 et 70 pour savoir que ce sont des personnes qui anciennement étaient dans les colonies, des administrateurs des colonies, qui ont été reconvertis dans l'administration française au niveau social. Et ce sont ces gens-là qui dirigeaient par exemple les foyers sur la Cotra, qui accueillaient les immigrés. Donc il y a une continuité. Maintenant, elle est beaucoup plus, on va dire, sophistiquée. Mais par exemple, je lisais une étude l'année dernière, dans les années, à la fin du siècle dernier, enfin du 19e siècle, on essayait d'assimiler ces populations-là, puis quand la France s'est rendue compte qu'elle était incapable de les assimiler, elle s'est donné comme moyen des critères pour déterminer qui était assimilé ou assimilable parmi les populations. Et l'une des choses, des critères, c'était de savoir si la personne avait vécu longtemps parmi les Français, si la personne avait toujours ses coutumes ancestrales d'avant ou les avait abandonnées, est-ce que la personne parlait bien le français? Ce sont ces critères-là qui servaient pour savoir si la politique d'assimilation de la France fonctionnait. On était à l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, vous essayez d'avoir votre carte d'identité française, on vous pose des questions mais hallucinantes. Déjà sur la laïcité, ça c'est obligé, mais pour savoir si vous savez cuisiner français. Et c'est la question qu'on pose à des personnes pour être naturalisées, je vous le jure. Et la personne d'ailleurs qui m'avait raconté cette histoire disait que la personne dont elle parlait était égyptienne et qu'elle savait pas très bien parler français et que savait pas surtout cuisiner. Et quand on lui a posé la question, elle s'est mis à paniquer en disant français, égyptien. Elle a cru qu'elle n'allait pas avoir ses papiers. Mais la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on pose ce genre de questions à des personnes qui veulent adhérer aux valeurs de la République. Maintenant, sur notre situation, je sais que dans mon village africain, vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec la colonisation? Vous allez voir. Parce que c'est les mêmes choses qui se passent dans les ghettos en Amérique, qui se passaient aussi sous Pharaon avec Moïse, et qui se passent aussi dans mon petit village africain. Ceux qu'on appelle les castes inférieures, dits esclaves. Et moi je suis contre cette tradition-là. On les mettait aux extrémités du village, dans la banlieue. Le centre était entre les mains des timéras, c'est-à-dire des dirigeants. Et on faisait en sorte que ces personnes-là n'aient pas d'éducation, qu'ils soient complètement dédiés aux forces, au travail forcé, c'est-à-dire au travail dans les champs. Ils étaient pas on les aidait pas à étudier et on les maintenait dans leur métier. Très bien. Je reviens maintenant au niveau, et on les empêchait bien sûr d'avoir les hauts postes, et on les empêchait d'épouser d'autres personnes qui seraient de classe supérieure. On appelle ça la mésalliance dans l'ancien régime. Lorsque je regarde la structuration des quartiers populaires, le fait qu'on ait parqué des populations particulières dans des endroits particuliers, je dis que c'est une forme édulcorée d'empire. C'est ce qui se passe aussi quand on est du côté des États-Unis. Avant, le centre appartenait d'ailleurs aux Noirs, et on appelait ça le white flight. C'est-à-dire c'était les Blancs qui fuyaient les centres-villes vers les banlieues. Ouais. Là maintenant, c'est en train de changer. Vous allez aux Antilles, c'est le même phénomène. Les colonisateurs minoritaires se trouvaient dans les centres, et les colonisés ou les dominés majoritaires se trouvaient à l'extérieur, étaient exploités. Je dis que ce qui se passe dans les quartiers populaires ressemble un peu à cela. C'est pas la colonisation, c'est pas l'esclavage, c'est la continuité de la domination. Et quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu, et je reviens à mon Pharaon et Moïse, Moïse se trouvant dans le palais, dans le Coran, est décrit que lorsqu'il sortit du palais, parce qu'il n'avait jamais vu l'extérieur, il tomba immédiatement dehors envers la population, et qu'est-ce qu'il voit? Un conflit entre Israélites et Égyptiens. On sait la suite, il va tuer l'Israélite, il va prendre la fuite, et c'est ce meurtrier qui sera désigné pour sauver son peuple. Est-ce que nous avons un Moïse? Est-ce que nous avons une vision? Est-ce que nous avons des leaders? Est-ce que nous avons un projet politique qui donne vraiment à la France sa sève, sa hauteur? Et comme disait le général de Gaulle, qu'elle regarde droit et haut. Nous n'avons plus ça aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pataugeons dans la médiocrité. Je précise à toutes fins utiles qu'il y a un rapport qui vient d'être rendu sur l'attentat de Nice, celui de la police des polices, qui déclare que le dispositif policier n'était pas sous-dimensionné.
Voilà. Ça conforte la position de la position de Cazeneuve, effectivement. Donc toutes ces polémiques inutiles et indécentes, en tout cas de certains politiques, c'est des bassesses ça participe, en tout cas ça fait partie des bassesses de la vie politique et ça renforce plutôt l'anti-politique générale qui est déjà très très présent dans la société et malheureusement ça va desservir l'action politique. Donc pour ce qui est d'Adama Traoré, ça tombe aujourd'hui, normalement le résultat d'expertise, la contre-expertise, Karim ? Tout à fait, donc ça devrait tomber normalement en fin de journée. Très bien, tu nous tiendras au courant évidemment, puisqu'on va pas en parler beaucoup dans les grands médias ce soir, ça c'est sûr. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de place pour cette affaire. C'est ça, alors il y aura beaucoup de place en l'occurrence, et peut-être à juste titre ou pas, je ne sais pas, sur ce qui s'est passé hier, et cette parole d'ailleurs résistait à la tentation de la vengeance. Cet appel est au cœur de l'éditorial du quotidien catholique La Croix aujourd'hui, un éditorial intitulé Notre cri de douleur et de désarroi, de colère et de fraternité aussi, cette image d'unité qu'on voulait offrir au lendemain du drame de cet assassinat du père Jacques Hamel, égorgé, rappelons-le, en plein office, des responsables religieux de France, unité des représentants des cultes et message d'apaisement du cardinal André 23 que je vous propose d'écouter ce matin à la sortie de cette rencontre à l'Élysée. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres, les enfants d'une même famille. Voilà, le cardinal, donc André 23, le président de la conférence des évêques de France, donc qui va célébrer une messe d'ailleurs pour les victimes ce soir à Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il fallait réunir à l'Élysée ce matin les différents responsables de culte? Alors on nous dit aujourd'hui que c'est impossible de sécuriser les 45 000 églises, selon un dernier décompte, c'est ce qui a été fait. Alors on nous dit quoi? On nous dit que les synagogues en France sont protégées par la police, que certaines mosquées le sont aussi, mais qu'on ne peut pas assurer la sécurité des 45 000 églises. Est-ce qu'on comprend quelque chose là-dedans, messieurs? Alors je vais peut-être te surprendre, mais il y a plus aujourd'hui, c'est le lieu de culte le plus sécurisé, je pense après les églises, c'est les mosquées. Il y a 1200 mosquées sécurisées, 700 synagogues. Si j'ai vérifié les chiffres avant de venir. Bah c'est normal parce qu'il y a plus de mosquées que de synagogues peut-être déjà. Je pense que il y a 1500 synagogues en France, dont 700 qui sont sécurisées. Il y a à peu près 2000 lieux de culte musulmans, que ce soit salle de prière ou mosquée, dont 1200 protégés. Et il y a 45 000 églises et je crois qu'il y en a 4000 qui sont protégées actuellement depuis notamment parce que c'est pas nouveau le fait les attaques contre les églises. Je te rappelle Christophe qu'il y a eu la Villejuif, il y a eu l'attentat de Villejuif. Enfin l'attaque de Villejuif, c'est l'étudiant algérien qui essayait d'attaquer en tout cas cette église. Donc depuis, il y a 4000 églises qui ont été sécurisées. 45 000, je pense c'est quasi impossible de tout sécuriser. Ah non. Alors si on reste dans cette situation, ça va être compliqué. Tu posais la question si c'était utile de réunir les responsables du culte ce matin à l'Élysée. Je pense que oui, pour ma part. Pourquoi ? À toute fin d'utilité, d'ailleurs, j'ai observé que c'était Dalil Boubacar, le grand recteur de la mosquée de Paris, et non pas le président du CFCM qui était invité. Voilà, c'est encore une fois. Alors je sais pas, c'est parce que peut-être parti en vacances, je sais pas. Non, il est pas parti en vacances parce qu'il a fait un communiqué hier en tout cas. Donc je suis pas sûr, même s'il est en vacances, il aurait pu faire une parenthèse parce que c'est un sujet très important. Mais je pose la question encore une fois, et ça, je vais peut-être pas me faire des amis. Là, on a un gros problème. Enfin, en tout cas, en France, il y a un gros problème de la représentativité de la communauté musulmane. Donc ça, qui décide que ce soit la mosquée de Paris et pas la mosquée de Lyon? En l'occurrence, c'est l'Élysée qui l'a invité. Merci. Donc c'est ce que je voulais entendre. Donc il y a un gros problème aujourd'hui. Il se trouve que quand j'ai contacté Dalil Boubacar hier, il m'a dit de patienter parce qu'il est en ligne avec l'Élysée. Donc voilà, il y a eu invitation de l'Élysée. Il y a invitation de l'Élysée, oui. Mais pourquoi lui et pas un autre? C'est la question. C'est la question. C'est peut-être un détail, mais bon. Bon, il y a le CFCM qui a été créé par l'ancienne majorité, on le sait bien. On peut en penser ce qu'on veut. C'est une institution. Moi, j'ai mes réserves par rapport à l'institution. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est normal que c'est l'État en place qui choisit les représentants de la communauté musulmane?
Avec qui ils veulent discuter. Ouais. Avec qui ils veulent discuter. Et surtout, des fois, leur dire, évitez de commenter tel événement ou telle affaire parce que ça nous met dans l'embarras. D'ailleurs, Dalil Boubacar qui en a profité pour proposer une certaine refonte de l'islam en France. Est-ce que c'est à lui de le faire? Alors ça, je sais que ça questionne Ousmane, ça, sur la refonte de l'islam en France ou l'islam de France selon. Je suis pas spécialiste, mais en tout cas, je pose la question à quel titre, en tout cas, il se permet de dire, je me permets de dire, de vous transmettre le message de la volonté des concitoyens musulmans. Je me demande d'ailleurs lesquels, la volonté de la refonte de l'islam. C'est un détail, Ousmane? C'est très bien calculé en tout cas. Moi, en tout cas, avant même de parler du cas de Dalil Boubacar, parce qu'au fond, ce sont des acteurs qui ne sont pas importants et que l'histoire ne retiendra pas. Moi, j'aimerais d'abord. C'est avec eux qu'on discute quand même aujourd'hui. Les autorités françaises discutent avec eux. Quand on a une vue de long terme, crois-moi, ces détails-là, on va les oublier d'ici quelques temps. Tu vas voir. Les débats de fond sont effectivement ailleurs. La représentativité, je vais y venir après. Mais moi, j'aimerais d'abord parler de cet attentat. Du fond, oui. Parce que effectivement, les symboles sont les choses les plus importantes. C'est ce qui fait tenir une nation. C'est ce que nos élites oublient. Et nous-mêmes d'ailleurs citoyens on oublie, on est toujours les yeux rivés sur le nombre de tweets ou le nombre de regards sur nos chaînes YouTube. Les symboles, on a tué un prêtre en plein milieu de l'église en train d'officier et en plus c'est un vieux, c'est un ancien. Ce sont des symboles forts. Là, au niveau de l'impact, c'est énormissime. Et c'est là que d'ailleurs la plupart des Français vont se découvrir chrétiens. Parce que c'est vrai qu'on parle du fait que la France n'est plus chrétienne et compagnie. Il y a des choses, il y a des points sur lesquels névralgiques quand on les touche, ça fait mal à tout le monde. Et je pense que Daesh vise cela, c'est vraiment la guerre civile. Tu veux dire que dimanche prochain dans les messes de France, il y aura des églises bondées? Je sais pas si ce sera bondé, mais c'est pas une question d'être bondé ou pas, c'est que les religions ne meurent pas, elles se transforment, c'est tout. Ça laisse pas indifférent. Donc ça laisse, voilà, c'est un ancien dans une église, c'est quand même un lieu sacré, on tue des gens inoffensifs, c'est pas un militaire, c'est pas un jeune comme nous. Ouais, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, le mec il a rien fait, quoi. Ni de près ni de loin. Ousmane, je sais pas si tu as eu l'information, moi j'étais sidéré quand j'ai découvert que c'est lui qui a tout fait il y a quelques années pour offrir le terrain où est construite la mosquée de Saint-Étienne du Rouvray aujourd'hui. Et tu imagines, c'est... Non mais tout ça c'est des symboles. Les gens comme Daesh, comme les gens d'extrême droite visent la même chose. Et pour moi ce sont des alliés objectifs. J'assume ce que je dis. Je suis assez d'accord avec toi. Mais la question maintenant c'est, comment on résiste à cela? Et moi je salue vraiment les différents représentants de l'Église qui ici sont fidèles au message de Jésus. De ne pas céder à la haine, que la meilleure des armes en tant que chrétien c'est la prière, c'est aussi la nôtre en tant que musulmans, parce que je reviens sur ce que je dis, sur ce que le monsieur disait, je suis d'accord avec vous, on ne doit pas sommer les musulmans de sortir dehors, mais quand même nous musulmans, indépendamment de comment on va interpréter nos propos, est-ce qu'il serait pas bon quand même qu'on se mobilise, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec ça? Comment je ne sais pas comment, c'est là où je parle maintenant. Peut-être aller assurer la sécurité des églises dimanche prochain. Non, ça c'est du comment dire, c'est de la démagogie ça. Ouais. Non mais qu'on s'exprime. Je veux dire, on a quand même des valeurs dans le Coran qui dit al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. C'est-à-dire, on interdit on proclame le bien, on interdit le mal. Ça doit être spontané. Non pas seulement parce que il faut qu'on se positionne par rapport aux représentants qui ne représentent pas ou par rapport aux médias mais par rapport à nous-mêmes. Et c'est vrai que ça manque. Alors je sais pas comment on le fait. Évidemment. Je sais pas comment on doit le faire parce que c'est très difficile de mobiliser 5 millions de musulmans qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas les mêmes obédiences, qui n'ont même pas les mêmes courants spirituels et autres. C'est très compliqué. Entre les Français concitoyens, mes concitoyens français de culture musulmane et de confession musulmane, il y a une grande différence. Il y a une différence certes, mais je comprends aussi la demande de certains de dire on aimerait bien entendre les musulmans. Je dis pas que on doit agir par obligation. Est-ce qu'on leur donne la parole déjà, Ousmane? Mais le problème, il est là. Mais c'est même pas une question qu'on doit attendre. Regardez, en fait, j'ai deux discours en fait. Quand je me pose par rapport aux politiques et par rapport aux médias, je dis qu'on doit pas demander aux musulmans de se mobiliser. C'est quoi cette affaire?
tu parles aux Français, tu parles pas aux musulmans. Par contre, quand je parle à mes frères et mes sœurs de confession musulmane, ça, je leur dis, mais c'est normal quand même, les gars, là. Par rapport à nos valeurs, on doit s'exprimer. Agissez en tant que concitoyen français. Enfin, citoyen français, confession musulmane, comme vous voulez. Évidemment. Et de ce fait, comment on lutte concrètement? Mais dans nos mosquées, invitons les gens. Ayons des initiatives de dialogue et de discussion. Mettons de l'eau de fraternité et de sérénité sur ces flammes que de part et d'autre on veut nous allumer. Ça, chacun peut le faire envers son voisin, dans son association, au niveau local, au niveau national. Cessons de nous crêper le chignon. Le CFCM doit se préoccuper bien plus de qui est à sa tête, doit se préoccuper de ce qu'elle doit faire pour orienter les mosquées qui sont à sa charge, pour les ouvrir à nos concitoyens. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs après les attentats au Bataclan. Ça, c'était une bonne chose, ça. C'est une très bonne initiative. Et il faut le faire, mais pas juste quand il y a des attentats. Ouais. Il faut le faire tout régulièrement. le temps. Il faut avoir des visionnaires. Et je suis très critique par rapport à nos leaders. Il faut une stratégie. Une stratégie, des penseurs, de la vision, pas des bénis oui qui répondent. Et pour le CFCM, moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, on m'a dit que je voulais prendre la place du président du CFCM. Ici même. Bon, moi, j'ai d'autres ambitions. Je vais être plus que même François Hollande. Je veux pas être président du CFCM. Ça, c'est vraiment gâcher ma vie. Moi, ce que je souhaite, c'est être président de la France, voire plus. Parce qu'il y a plus qu'être président de la France. Quel symbole. Tu manques pas de modestie. Ah non, moi je suis pas modeste pour mes ambitions et pour celles de mon pays. On l'a bien vu. Il faut être plus grand que soi. Ouais. Pour se dépasser. On n'a pas quelque chose qui nous dépasse. Mais moi, je veux une refonte complète du CFCM. Je veux que les 5 millions de musulmans soient organisés pour qu'ils puissent voter. Qu'il y ait des instances de décision démocratiques. Nicolas Sarkozy a dit que l'islam de France n'avait pas besoin de démocratie. Le problème de l'islam de France, c'est l'État français d'abord. Et ensuite les États avec lesquels elle gère l'islam de France à l'extérieur. Et enfin le leader musulman qui ne veulent qu'une seule chose, c'est d'être à côté du président de la République sur la photo. Abdel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, Abdel? Je voulais juste deux interventions à propos de ce que j'ai entendu au niveau de la mosquée de Paris et du CFCM, quoi que ce soit pas ma tasse de thé. Mais actuellement, à l'heure qu'on vit, qui peut nous représenter, puisque personne ne s'avance, on ne sait même plus à qui s'adresser. Alors les pouvoirs publics, ils ont qui à s'adresser, mis à part le CFCM ou la mosquée de Paris? À qui? Si je peux me permettre, je peux le répondre. Bien sûr, carré, vas-y. On voit des gens qui sont compétents, qui veulent s'avancer. Tout le monde parle, mais il n'y a personne qui s'avance dans ce domaine-là pour bouger les choses. Abdel, on entend parler que c'est le CFCM ne représente pas les musulmans, la mosquée de Paris ne représente pas les musulmans. Certes, personne ne peut représenter les musulmans, mais il faudrait quand même qu'il y ait des gens compétents, il y en a beaucoup, qui se mettent en avant, qui essayent de réformer tout ça. Abdel, juste pour être clair, c'est pas contre le CFCM ou contre une institution que représentent les musulmans dans la communauté musulmane en France. Déjà, pour la représenter, il faut la définir. Je pense que c'est plus compliqué de la définir pour la représenter, parce qu'il n'y a pas que les Maghrébins qui sont musulmans, je le rappelle. Deuxième chose, il y a la communauté turque, il y a la communauté africaine qui est très importante. Deuxième chose qui est est-ce que tu trouves normal, je tutoie, est-ce que tu trouves normal que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, avant la nomination ou l'élection du président de CFCM, fasse le tour des ambassades? Est-ce que c'est normal? Pardon, à un moment donné, on nous dit oui, il faut arrêter communautarisme et il y en a certains qui y participent. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pour ça, je dis, il y a un seul islam qui est en France, qui est un peu partout. J'aime pas trop l'expression l'islam de France parce que l'islam est partout. C'est une religion. Je laisse ça la définition aux spécialistes, aux experts de la religion. Mais moi, je parle en tant que concitoyen français. J'aimerais bien une institution qui ne baigne pas dans toutes ces des tractations, 2 ans pour toi parce que t'es algérien, 2 ans pour toi parce que t'es marocain, 2 ans pour toi parce que t'es tunisien. Il faut arrêter de ça. Nous avons tous des origines, on aime nos origines, ça il faut le dire, et très bien, notre culture d'origine, mais pardon, nous sommes ici en France en tant que citoyens français et nous devons, il faut que l'État, c'est ce que je demande, j'ai participé à plusieurs réunions sur ça, il faut que l'État donne les moyens de l'organisation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il y a des délégations régionales, départementales, régionales qui permettent de désigner un collège et un bureau, ce qu'on appelle un bureau, et un collectif qui représente et qui doit pas
se prononcer avec des avis personnels. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai sondé ces personnes-là, voilà, je vous apporte la contribution. C'est comme ça que ça devrait marcher. Oui, Abdel. Alors, il faut une gestion. Alors, dans ces cas-là, au niveau du ministère de l'Intérieur, avec un collégial de musulmans choisis par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir gérer ça. Non, mais ça, c'est la colonisation, mon ami. X ou Y ou de l'extérieur qui mettra son nez là-dedans ou qui s'avancera. Mais ça, c'est la colonisation, mon ami. Il faudrait que ce soit le ministère de l'Intérieur qui s'attelle à ce travail. Non, il doit participer à la structuration de la communauté musulmane en France et pas mettre son nez là-dedans à dire voilà comment il faut manger. Moi, j'irais même plus loin, cher ami. Le ministère de l'Intérieur qui fasse les démarches à ce niveau-là. Non, pas il est responsable du culte, il est ministre des cultes, il est obligé. Vous avez tellement de musulmans qui sont comme vous avez dit, divers origines, vous aurez toujours des musulmans qui vont regarder à droite. Ça structure avec des chartes, avec des cahiers de charges. Vous aurez toujours des contradictions. Non, vous savez, on a une seule charte, il y a des convictions, il y a des chartes, il y a des cahiers de charges avec des principes. Nous avons des principes de religion et pas des principes parce que tel pays a dit oui, on dit oui, ou tel pays a dit non, on dit non. C'est une charte qui est propre et ça existe dans plein de mosquées. D'ailleurs, si tu veux, je peux t'en emmener. Il y a des chartes qui sont signantes des associations qui gèrent des mosquées. Ça veut dire apolitique avec des communes. Ça existe aujourd'hui. Ouais. Il faut juste le dupliquer au niveau national. Merci Abdel. Ousmane souhaitait rajouter un petit truc là-dessus sur la discussion avec Abdel. Je disais, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Abdel. J'irai plus loin. Pour moi, l'État doit pas s'en mêler. C'est un État laïque. On nous bassine tous les jours avec la laïcité. Ouais. Mais l'État laïque doit pas s'occuper de religion. C'est aux adeptes des religions de se mais quand s'organiser. ils sont pas capables de s'organiser, ils sont capables, on les a empêchés. Il y a une génération qui est en train de monter. Pourquoi est-ce qu'on s'est précipité pour mettre en place le CFCM alors qu'on aurait pu attendre? Il y avait des gens qui disaient prenons plus de temps. Moi je dis qu'on a fait en sorte d'organiser le CFCM pour empêcher la véritable organisation de la communauté musulmane. Il y a des compétences, on est capable de s'organiser, il faut juste nous laisser le temps. A tout de suite pour la suite de ce grand forum, messieurs dames, avec vos appels en direct. Le grand forum avec Ousmane Timéra, il est chef de projet de politique de la ville, et monsieur Karim Boulroups, qui est toujours attaché parlementaire, avec qui on discute évidemment de certains sujets aujourd'hui, sujets sensibles. Nous parlions juste avant de la pub, de la représentativité des musulmans. Je voulais quand même vous signaler quand même une information importante, messieurs, et on en est très fiers. C'est Moussa pour lequel on s'est mobilisé et qui a été à la suite d'un jugement qui a été rendu jeudi, c'était jeudi dernier. Bonne nouvelle. Et bien très bonne nouvelle puisque toutes les charges, non c'était dimanche pardon. Toutes les charges ont été abandonnées. Donc Moussa va pouvoir retrouver sa liberté et retrouver les siens et revenir en France. On est vraiment ravis que la mobilisation ait fini par payer. Alors je sais pas de quelle mobilisation faut parler. Moi je parlerai plus de la mobilisation citoyenne parce que politiquement parlant, on peut pas dire que ça ait tué quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il n'y a pas eu beaucoup de monde derrière. On peut pas dire que son employeur, à savoir Baraka City, l'est vraiment soutenu. Enfin, en tout cas, je pense qu'à un moment, à un moment, il va falloir dire les choses. Je pense qu'on consacrera peut-être un sujet un peu plus tard. On va attendre que Moussa rentre et que les choses se règlent par elle-même. Ça serait bien de l'accueillir d'ailleurs, Christophe. Eh ben, évidemment, mais de toute façon, c'est prévu, mon cher Karim. Que voilà, il va falloir parler du cas Baraka City parce que c'est vraiment très, très particulier. Cela dit, au téléphone avec nous, Kamel, qui est avec nous, qui prend souvent la parole dans cette émission. Il a encore une fois envie de la prendre et il la prend tranquillement. Bonsoir, Kamel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités ainsi qu'aux éditeurs et auditrices. Alors bien évidemment, c'est un sujet brûlant qui nous tient à cœur et bien évidemment, il ne faut pas courber. Moi, je partage entièrement ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur cette fameuse organisation, cette pseudo-organisation de l'Islam de France. Et moi, je dirais plutôt à l'Islam de France, l'Islam en France, à ne pas confondre. C'est très important. Très important, Kamel. Absolument. C'est l'islam en France et non pas de France. Il est nullement question, il faudra s'y opposer par toutes les manières, que on puisse considérer que... Alors, voilà, on s'arrête un instant, Kamel. On s'arrête un instant, Kamel, s'il te plaît, parce que Ousmane n'est pas d'accord avec ça. Ah bon, non, mais je termine après, bien évidemment. Ça non, mais le principe de cette émission, c'est de débattre aussi. Non, laisse-le finir. Si tu me permets. Ceci étant, moi, je trouve qu'on devrait passer inéluctablement par quelque chose qui est très simple, et c'est ce qui va se produire apparemment en octobre de cette année. Il va y avoir une consultation citoyenne des musulmans de France. Une consultation pour dire stop à tout ça, et que les élus, ceux qui doivent ou ceux qui pensent devoir nous représenter, soient démocratiquement élus
par les musulmans. Moi, j'avais émis cette hypothèse il y a quasiment un an. J'avais amené cette idée je l'avais partagée même avec Tarek à l'antenne, et je trouvais que c'était une manière démocratique dans ce pays de mener le débat. Alors, ceci étant, on m'a rétorqué, Kamel, comment on va faire pour comment voir qui est musulman, qui ne l'est pas. C'est très simple. Allô, c'est très simple. Oui, on t'entend, Kamel. Ouais. C'est très simple. Bien, il est simple, hein, dans le livre, dans le Coran, et vous le savez, puisque vous êtes peut-être très certainement plus érudit que moi dans ce domaine, et musulman, celui qui se déclare musulman. Ok ? Ah, voilà, donc c'est très simple. C'est très simple. Je prends le même principe, Kamel, que les primaires aujourd'hui. Parce que quand tu votes, par exemple, des primaires de droite ou de gauche, qu'est-ce que tu vas, on te vérifie pas si tu es d'accord avec les idées de gauche. On te dit, tu signes une charte comme quoi tu acceptes les principes d'idées de gauche ou de droite. C'est juste ça. Et tu votes. Bah donc ça veut dire que t'es d'accord. Mais ça veut dire que t'es d'accord. Bah aujourd'hui, il suffit de peut-être faire le même principe, faire la même chose, dire, et là, les personnes qui vont venir après te dire, on est mal représenté, tu dis, écoute, t'as été maître, t'as été élire les bonnes personnes. Et c'est bien pour ça. C'est qui parle? C'est Ousmane, là? C'est Karim. Non, mais alors, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ce que j'ai émis il y a un an, je dis à l'antenne de la radio. C'est ce que j'ai proposé que les choses se fassent. Apparemment, ça a fait écho puisque certains sont en train de s'emparer de cette idée. Et je crois qu'il faut qu'il y ait plein de représentants. Et moi, c'est là, encarté nulle part, et je veux effectivement que les choses se fassent. C'est là où démocratiquement, et que les choses se fassent honnêtement. Et bien sûr, et c'est là où il y a la responsabilité du ministre des cultes, qui est Monsieur Cazeneuve notamment en l'occurrence. Il doit donner le moyen d'organiser ce genre d'initiative. En tout cas, cette structure-là, elle doit pouvoir se mettre en place, mais elle doit se mettre en place. Contrairement à toi, moi je dénonce cette ingérence. Mais c'est pas une ingérence. Alors non, mais ce qu'il faut, c'est avoir la lecture. Hein. Il faut saisir les codes. Vous le signalez très souvent à l'antenne. Il faut bien comprendre dans quel pays nous sommes et par quoi nous sommes régis. Par une constitution, et cette constitution est très claire. Monsieur Cazeneuve n'a pas à s'immiscer dans l'organisation des religions. Donc ils n'ont rien à voir. Moi je n'attends pas. Ça sert à quoi, ministre des cultes, alors? De Monsieur Cazeneuve une autorisation quelconque. Nous sommes. C'est pas une autorisation. C'est pas une autorisation. C'est que la République reconnaît la religion musulmane en tant que telle, et nous sommes un pays laïque. Ça veut pas dire on n'a pas le droit d'exercer la liberté de conscience. Ça veut dire tu as le droit de croire ou ne pas croire. Ceux qui ont le droit de croire doivent faire appel à la République pour les aider, pour se structurer. Mais non. Alors là, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui existent depuis des décennies. L'organisation d'associations, de partis politiques, etc. Moi, mais ça n'a pas le même crédit. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être très précis. Je suis d'accord avec toi. Dans un monde idéal, ça veut dire qu'il n'y a aucune ingérence je suis d'accord avec toi, Kamel. D'une religion, c'est les musulmans, les juifs, les catholiques, les bouddhistes, etc. qui s'organisent entre eux. Pardon de te le dire, il y a une autre religion. Dans le strict respect des lois de la République, à savoir la possibilité de s'organiser en tant qu'association, parti politique, etc. Point barre. Mais écoute, Kamel, je te réponds parce que tu fais appel tu as comparé avec d'autres religions. Il y a une autre religion qui est très connue d'ailleurs en France et qui s'est appuyée sur le ministère de l'Intérieur pour organiser un cahier de charges pour une nourriture spécifique. Ils font ce qu'ils veulent. Non mais attendez, on va pas copier sur les autres. C'est pas copier. Regardez, c'est comme l'entreprise. La Constitution, ce qui nous unit les uns et les autres. Que les gens ici ou là aient fait comme ça, nous n'avons pas à les copier. C'est pas copier, il faut regarder les modèles qui marchent. Il y a pas moi je suis contre le fait que un homme politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, puisse s'immiscer dans les affaires intérieures d'une religion. C'est pas s'immiscer dans les affaires. Merci Kamel, il faut qu'on avance. Merci beaucoup. En tout cas, Ousmane, peut-être là-dessus, tu entends ce qui se dit, bien sûr, cet échange, tu as peut-être ton avis à donner. Déjà, je reviens sur j'ai fait tilt quand on parlait d'islam de France ou d'islam en France. Bon, moi après, quand on est il y en a maintenant, ils disent il faut dire islam français. Ouais, bon, bref. Après on va parler d'islam de Mars et puis on s'en sortira plus. Non, mais la nuance qu'il y a entre islam en France et islam de France, c'est l'islam en France, c'est un islam importé, c'est un islam qui serait importé et qui prend pas en compte le contexte particulier de la France et sa culture, alors que l'islam de France, ce serait plus un islam qui sort de la France, qui pousserait au fait du jardin républicain. C'est pas comme ça que Zemmour l'interprète en tout cas. Oui, mais moi je parle de la nuance qui a été introduite de la part de ceux qui ont pensé cette action-là. Bon bref.
Après, en France, de France, français, peu importe. La question pour moi, c'est qu'effectivement, il y a un islam universel qui s'inscrit dans l'héritage de toutes les prophéties du monde, qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tous les êtres humains sont frères, et qu'il y a un jugement dernier qui fait qu'il y a un sens à notre vie. Ça, et ce qu'on appelle surtout l'islam de juste milieu. Ça, c'est universel. Et qu'il y a des valeurs communes, le bien, la justice, la liberté, le respect, le don, la solidarité, etc., etc. Bon, ça c'est universel. Ensuite, il y a la prise en compte des spécificités culturelles. L'islam au Sénégal, c'est pas l'islam en Algérie. L'islam en Algérie, c'est pas l'islam en Asie. L'islam en Asie, c'est pas l'islam en France. Évidemment. Mais ça se fait non pas par injonction. Ça se fait au fur et à mesure de l'évolution avec le temps. Les jeunes, moi le jeune que je suis, enfin je suis plus si jeune que ça, tel que je comprends l'islam et tel que je le vis, ça n'a rien à voir avec la façon dont mon père l'a vécu. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même culture et mon enfance en Et d'ailleurs, ce n'est pas propre juste à la religion, c'est propre à la société. C'est pas la société dont a vécu ton père et exactement. D'où le fait que par exemple le christianisme au Congo et au Zaïre n'a rien à voir avec le christianisme en Europe, n'a rien à voir avec le christianisme en Amérique latine. Bon, moi mon problème c'est quand on fait des injonctions. De même qu'on ne dit pas christianisme d'Allemagne ou christianisme d'Amérique, bon, on devrait dire islam tout court. Et puis il y a des musulmans français, il y a des musulmans européens et autres. Je referme cette parenthèse. Pour revenir à la question du CFCM rapidement, je comprends ce que Karim dit et je comprends ce que Kamel dit. En principe, normalement, l'État ne doit pas s'immiscer. Mais le fait que l'État ne s'immisce pas dans nos affaires religieuses ne veut pas dire que l'État ne peut pas s'intéresser à la manifestation sociale, à l'organisation sociale d'une religion, parce que ça a un impact sur, on va dire, l'ordre public. Mais moi, mon problème, c'est qu'effectivement, le rapport particulier que la France a avec l'islam, c'est un rapport où l'État français n'hésite pas à piétiner ses propres valeurs. Mais finalement, pardon, on se va te couper, mais est-ce que ça pointe pas finalement des défaillances au sein de cette communauté en disant voilà, c'est la faute de l'État de toute façon si ça marche pas, alors que peut-être la faute vient de l'intérieur, c'est-à-dire à cette communauté qui peine à s'organiser, qui peine à construire, la communauté musulmane, et à se faire respecter. La communauté musulmane n'a pas d'église et c'est tant mieux. Oui. Mais elle a un principe qui s'appelle le principe de la shura, de la délibération collective. Donc c'est à la communauté de s'organiser. Le problème c'est que depuis plus de 1400 ans, on a mis de côté la communauté. C'est que ce sont les dirigeants ou les imams chez les chiites ou les dirigeants politiques dictatoriaux chez les sunnites qui décident à la place de la communauté. Et c'est cet héritage que nous avons aujourd'hui. D'où le fait que nous sommes, nous, à chaque fois, la pauvre vierge qui est toujours assaillie par les différents dictateurs et vengeurs masqués, qui soient du côté de Sarkozy ou qui soient du côté de la dictature qui est en lieu dans les pays du Maghreb. Le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, de toute façon, on est des suiveurs. Mais notre responsabilité de Français, nous, c'est une chance historique d'être en France, avec les valeurs de la République. Bien sûr. Si l'État n'est pas capable de respecter la laïcité qu'elle était censée même appliquer en Algérie française, qu'elle n'a pas faite, et qu'elle continue de ne pas faire par rapport aux musulmans, parce que la France n'est pas carrée sur ses principes quand il s'agit d'islam. Donc c'est à nous, musulmans, conscients des valeurs de la République que nous partageons, de nous organiser, d'interpeller les pouvoirs publics, et de faire en sorte qu'il y ait, moi je suis d'accord avec cela, qu'il y ait une délibération démocratique, que tous les musulmans soient invités à voter. Et ça s'organise. C'est pas dans un mois. Il faut se donner 10 ans d'organisation. Bien sûr. Et à mettre en place, penser les bonnes instances représentatives, qu'il y ait des mandats impératifs. C'est-à-dire, le mec, on l'a élu, il fait pas ce qu'il veut. Et on peut le démettre de ses fonctions. Ça répond au principe, selon moi, du Coran. Alors, comment est-ce que l'État peut intervenir? Moi, je pense que oui. Je serais aujourd'hui à la tête de l'État, je le ferais. Mais le problème, c'est est-ce que nos hommes politiques ont cette conscience-là? Est-ce que les hommes politiques sont responsables? Est-ce que les hommes politiques n'agissent pas comme des petits politicards qui ne voient pas plus loin que le bout de notre nez, et qui fait que si jamais on laisse l'État intervenir là-dedans, ce ne sera pas dans le sens du bien commun de l'intérêt général, mais dans le sens de petits intérêts particuliers. C'est ça mon propos. Mais je suis d'accord avec toi, l'État doit nous aider à nous organiser, parce que nous sommes français en même titre que les autres. On va écouter Patrick qui nous a rejoint au téléphone au 08 92 23 99 50. Par mail, je rappelle, vous pouvez réagir aussi au lgf@francemaghreb2.fr. J'ai un petit commentaire, tiens, Ousmane de Méine de Turquie. C'est le même Méine Ouais, je crois que c'est le même c'est lui. Il commente, il est en Turquie. Il est en Turquie en ce moment. Allez, bonjour Patrick. Bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi je voulais
attaquer le monsieur, comment il s'appelle, l'invité que vous avez ramené. Alors on n'attaque pas, on débat. Oui, faut pas attaquer, faut pas attaquer, mon ami. Surtout en ce moment. C'est un débat. Donc, oui, non, mais d'accord, mais la violence est le refuge des incompétents, vous le savez. Contredire. C'est juste une attaque politique. Oui, bien sûr. Alors qui voulez-vous sacrifier? Qui est venu, qui travaille à la politique de la ville, à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça. Monsieur, ce que vous faites, vous divisez en fait la communauté. Vous rentrez dans le jeu de diviser la communauté. S'il y a quelque chose de construit déjà, comme le CFCM, moi, je suis athée. Mais je regarde par rapport aux Gaulois, par rapport à l'ensemble de la communauté française, comment ils regardent. Ils préfèrent voir un monsieur comme ça, un médecin, calme, tranquille, quand il parle très très bien, et donne une image d'un islam apaisé, d'un islam tranquille, de paix. Il fait pas peur, ce monsieur. Et si vous avez envie de militer, vous pouvez faire comme le CRIF, une association, etc. Et puis drainer plein de gens à l'attaque, etc. Faire du politique, etc. Il y a, comme dans le culte israélite par exemple, il y a une communauté israélite bien évidente que tout le monde apprécie avec etc. des rites traditionnels, etc. Et puis vous avez à côté tout dissocié. Vous avez le CRIF, etc. Vous avez des organisations, plein d'organisations qui tournent autour. Le CRIF qui est une représentativité plus d'Israël qu'une organe juive de France, hein, mais bon. Voilà, ceux-là, les gens ils apprécient. C'est des gens calmes, c'est des gens bien. Quand vous les regardez, c'est apaisant cette religion-là. Mais quand vous voyez un fou furieux du bétard ou du tétard, au secours, vous dites oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore faire encore, etc. C'est pareil dans les activistes de l'islam. Si vous voyez, les gens croient que c'est. J'attends votre question, Patrick. Des gens, Patrick, sur France Maghreb. Il voudrait comme un militantisme en fait. Là, il faut rentrer dans les partis politiques, faire de l'entrisme dans les partis politiques et revendiquer des choses, etc. Il demande à monsieur Dalil Boubkar des trucs comme ça liés au social, liés au culturel, liés à plein de choses. Ça, on le demande aux députés, on le demande dans l'activisme politique. On le demande pas à un type j'ai pas demandé à quoi que ce soit à monsieur Boubkar. Patrick, je me permets de vous répondre parce que parce que vous êtes Patrick, c'est pas un monologue, hein. Ami Patrick, tu interpelles les gens, il faut que tu les laisses te répondre quand même. Patrick, je vous réponds parce que je pense que vous vous fixez sur l'image. Je sais pas quelle image vous vous êtes imaginé que j'ai en tout cas d'après vous d'un représentant de la communauté musulmane. Moi, je vous dis. Vous allez le remplacer avec quoi? Vous avez pris l'exemple d'une organisation. Vous avez repris l'exemple d'une organisation qui représente une autre religion aujourd'hui. Mais regardez comment elle est là. Et elle est due à quoi? C'est pas comme le CFCM, c'est pas des nominations. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pas qu'ils sont à la tête. Non, mais j'ai rien contre Dalil Boubkar ou un noir bibiche, tu vois. Donc j'ai rien contre les personnes. C'est une journée de militantisme. Vous commencez à bombarder Dalil Boubkar. Mais pourquoi vous faites ça? Mais c'est pas question de je bombarde. Il fait du bien. Non mais j'ai jamais dit le contraire. Autre que celle avec une grosse barbe et djellaba et non, j'avais un doute sur l'image que vous voulez m'attribuer, mais c'est pas celle-ci en tout cas. Je vous le dis, que ça aurait été une autre personne, j'aurais dit la même chose. Parce que là, vous vous fixez sur Dalil Boubkar, je sais pas si vous le connaissez très bien ou pas, mais moi je le fixe. Moi je le fixe. Jamais vu, mais quand on le regarde, je vous dis, il intervient, on lui un médecin sage, très cultivé. Oui. Et donne une très très belle image de l'islam. Il y en a beaucoup, de la. Je suis sûr que quand il regarde, il voit pas quelqu'un de méchant. Ah ben, il l'apprécie. Est-ce que vous croyez, cher Patrick, est-ce que vous pensez qu'il serait possible, selon vous, qu'il y ait une personne comme Dalil Boubkar, mais qui soit élue par les musulmans? Comme Dalil Boubkar. Je préfère que et s'il n'est pas élu, comment on fait? Un type comme lui, je le laisserai tout le temps. Non mais vous le laisserez vous, mais il y aurait des associations. D'accord, mais s'il n'est pas élu, on fait comment? Qui pourrait faire comme le CRIF, etc., qui militerait, qui fera des combats dans la rue contre le racisme, contre plein de choses. Ah, parce que le CFCM et la mosquée de Paris ne militent pas. On a besoin d'images très importantes justement, aujourd'hui, Patrick, que la France apprécie. Patrick, pardon. L'image de la grande mosquée de Paris très importante.
Donc il faut le protéger. Ouais. Vous avez déjà vu des gens du CRIF ou autres attaquer un grand rabbin qui donne une très belle image du judaïsme? Jamais. Merci Patrick. Patrick, Ouais. vous parlez de l'image, parce que je voulais répondre quand même, parce qu'il veut pas me laisser répondre. Oui, fais un monologue, Patrick. Et il me dit, oui, Là, c'est exemples. je veux, voilà, qu'il soit là, l'image, mais moi, l'image, évidemment, mais tu imagines l'image qu'on donne aujourd'hui de la communauté musulmane? L'image d'une communauté qui n'arrive pas à parler de la même voix, qui n'arrive pas à se structurer, qui est complètement désorganisée, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, désorganisée parce qu'il y a des enjeux avec d'autres pays, avec d'autres nations. Et moi, je continue à le dire, même si ça fait peut-être pas plaisir à Patrick, mais il faut qu'on est capable, de s'organiser nous-mêmes et pas des personnes viennent nous dire, bah cette personne-là est bonne pour vous, vous inquiétez pas, faites-lui confiance, elle est compétente. Je suis capable de savoir distinguer une bonne personne, une mauvaise personne. Moi, je rajouterais moi, je comprends ce que dit quand même Patrick, même si c'est pas l'enjeu au fait. L'enjeu n'est pas un enjeu d'image. Ou pour lui apparemment oui, représentation. parce que lui c'est représentation, Oui, il parle bon. bien, mais de l'extérieur, je comprends que le citoyen lambda français se dit ah tiens il passe bien celui-là, il parle bien et tout. Mais l'enjeu il est au-delà de l'image, parce que si c'était suffisant, dans ces cas-là, alléluia, tout va bien. Non, l'enjeu profond c'est une communauté quand elle s'organise de 5 millions, ça demande de la conscience, ça demande du temps, ça demande des représentants qui aient la légitimité. Quand Dalil Boubacar, même s'il parle super bien, j'ai déjà rencontré, et puis il a l'air gentil le bonhomme, mais bon, quand il parle, il est suivi de personne. Il représente que lui-même. Et évidemment. Ça fait que sa parole n'est pas écoutée. N'est pas écoutée. Elle est écoutée du côté politique, mais elle n'est pas écoutée de la communauté musulmane. Même pas écoutée du côté politique, mon ami. Si, parce que ça cautionne certaines choses. Donc, oui, évidemment. mais je veux dire concrètement, quand Dalil Boubacar à un moment donné a pris, parce qu'il a eu des positions quand même courageuses sur un certain nombre de points. Ce serait bien qu'on ait bien critiqué ce monsieur-là dans la communauté musulmane. Ah, mais je critique pas, je parle du système. Je parle du système. Moi, je parle pas de toi en fait. Mais et quand il a eu des positions courageuses par rapport à ce qui se passait comme islamophobie en France ou l'affaire du foulard, il n'a pas été écouté par l'État français. Évidemment. Le problème de l'État français, c'est comme sous la colonisation, on a intérêt à avoir des personnes dont la légitimité est tributaire du choix que nous avons fait, mais qui n'ont aucune légitimité à l'intérieur. De telle sorte que quand ils parlent dans le vent. Donc nous, on a besoin que la donne, elle change. Que quand une personne parle, elle ait du poids. Ceux qui représentent la communauté juive, ou ceux qui représentent la communauté religieuse, chrétienne, ou ceux qui représentent les gays, allez, allons jusque-là. Les mecs, ils ont du poids. Alors, ils ont pas fait de vote. Moi, je suis sûr que la plupart des associations qui parlent au nom des droits des gays ou des droits des juifs sont pas élus par les juifs. Mais il y a quand même un travail, il y a des réseaux, et il y a le fait d'être dans le sens de l'intérêt général de ceux qu'on est censé représenter. On n'a pas ça pour l'instant aujourd'hui. Alors, réponse avant de vous lire deux petits mails. Deux petits mails. Pour te répondre sur le côté associatif, parce que la personne. Je dis pas que le CFM doit être une association. Non. C'est plus lourd. Il y a l'organisation et l'association. L'organisation, évidemment, donc c'est une représentativité d'une communauté. Et là, quand tu parlais de mouvements associatifs qui émergent, ce sont des mouvements qui émergent de la société et la personne qui est en place, de la société civile, et la personne qui est en place est obligée de les prendre en compte. Ouais. C'est pas qu'il est venu, il a nommé à telle personne, à tel lobby au-dessus d'un, je suis d'accord. Voilà, donc tu vois, si on avait cette capacité-là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense qu'on manque à ce niveau-là. Après, je vais peut-être me faire critiquer, on manque de maturité encore à pouvoir s'organiser nous-mêmes. Je dis bien nous-mêmes. C'est pour ça, le ministère des cultes a toute sa place, comme il le fait avec d'autres, a toute sa place pour donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser. Mais le problème, organiser. mon cher ami, c'est que le ministre des cultes est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il casse tout, le mec. L'État, c'est du lourd. Et l'État est pas là pour faire dans la dentelle. C'est tout le problème. Abdelrahman de Metz nous précise par mail lgf@francemaghreb.fr que en France, depuis Napoléon et bien avant, l'État s'est toujours évicé des affaires religieuses de son organisation. C'était bon pour les juifs et pour les protestants. Aujourd'hui encore, pour les catholiques, les évêques sont nommés avec l'aval du ministère de l'Intérieur. C'est ce que nous dit Abdelrahman de Metz. Et puis Mounir qui nous dit, on parlait d'un petit peu d'autre chose, qui nous dit 11 janvier 2015, 15 morts. 13 novembre 2015, 170 morts. 14 juillet 2016, 84 morts. Et on continue de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Mes amis,
L'heure est grave, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Ne cédons pas le terrain à cette minorité qui parle à notre nom. Ne laissons pas les extrémistes profiter de cette situation. Pour cela, prenons le destin nous-mêmes. Exprimons-nous et mobilisons-nous au nom de cette France, des enfants de toutes ces couleurs qui se font massacrer. Organisons-nous. Nous avons les droits comme les devoirs à l'égard de ce pays qui est en ce moment en difficulté et qui a besoin de nous tous. Tout à fait. Mûrissons-nous dans les manifestations avec seulement les drapeaux de ce pays et chanter haut et fort la Marseillaise, et vous allez voir que l'opinion va changer, et ce qui n'arrangerait certainement pas l'extrême droite ni ces criminels de Daesh. Merci à la radio France Maghreb 2 de nous aider pour organiser cette manif par exemple pour ce samedi. C'est ce que nous dit Mounir par mail, lgf@francemaghreb2.fr. On prend cette idée? Non, c'est une manif de Béli. Oui, je vais le dire comme je le pense. Ouais. C'est pas pourquoi en sortant dehors et en chantant la Marseillaise et en embrassant. J'avais critiqué un imam sur ça. Je veux dire, les motifs. Je comprends l'initiative du monsieur. Que l'on sorte, que l'on propose un projet, une vision, que l'on soit force de proposition. Oui, là, je veux bien sortir. Mais si c'est pour sortir et juste embrasser la République et dire aux Français, on est des vrais Français. Moi, j'aurais des doutes sur des Français qui ont besoin de dire à chaque fois qu'ils sont Français. Donc, il faut il faut pas sortir en vue de faire plaisir à l'autre, en vue de rassurer l'autre. Il faut spontané. Sortir en vue, même si c'est pas spontané, hein, mais qu'on sorte en vue de proposer quelque chose. Moi, j'ai 3 propositions à faire à la France. Est-ce que tu peux les garder au chaud? Ils sont trop chauds. Ah oui, non, mais au chaud, il n'y a pas de souci. Les 3 propositions d'Ousmane Timéra à la France à ne pas louper dans un instant. On écoutera aussi la réaction de Sarkozy qui reproche à l'État d'être trop laxiste, finalement d'être un peu trop peureux vis-à-vis des terroristes. Et puis on parlera, si on a le temps, un petit mot quand même de Hillary Clinton qui est donc officiellement candidate démocrate aux États-Unis, parce que là aussi c'est un autre sujet. Mais c'est très très chaud comme tu le dis. Au mois de novembre, Donald Trump face à Hillary Clinton. Est-ce que c'est un casting qui vous convient, messieurs? En voir votre tête, je suis pas sûr. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Ils sont encore avec nous durant 5 minutes, à savoir Ousmane Timéra, chef de projet de la politique de la ville, qui est avec nous, ainsi que Karim Boulkhoubs, qui est attaché parlementaire. Avant toute chose, les 3 propositions de Ousmane qu'il a à faire à la France. Ouais, à la France, je me suis laissé un peu emporter. Moi, j'ai le souvenir des 60 engagements il y a il y a pas très longtemps, qui n'ont pas été tenus à la fin. Non, 3 c'est bien. Non, il faut être conséquent avec nous-mêmes. Il y a 2 choses que moi je demanderais à ce que la France fasse pour se sortir de ce pétrin dans lequel la première des choses, c'est d'arrêter la guerre. Ça, il faut arrêter la guerre. Je sais pas ce que la France fout dans le Moyen-Orient. Pourquoi? Quel est l'intérêt stratégique? Là, il y a un intérêt économique. Il y a un intérêt de leadership aussi dans la région. Oui, c'est surtout l'intérêt leadership de colonisation d'un pays. Colonisation, je suis pas sûr que ce soit la priorité, mais en tout cas, il y a un leadership à prendre, il y a une place à prendre, comme ce qu'on a aujourd'hui. Je reviens sur ce que je disais. Et il y a un leadership pour être les meilleurs caniches des États-Unis. Quelle est la France? Quelle est la politique internationale autonome de la France vis-à-vis des pays du Sud et dans le monde? Elle ne fait que jouer le caniche des États-Unis. Elle joue la politique des États-Unis. Donc le problème fondamental, il n'y a pas d'intérêt direct là-dedans. Il y a juste le fait de maintenir son rang. Et on en subit les conséquences. Donc effectivement, politiquement parlant, c'est délicat dans les temps dans lesquels nous sommes de se retirer complètement directement. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais il faut penser de sortir de ces guerres qui ne servent à rien du tout, concrètement. En tout cas pour la population française. Deuxième chose. Ça coûte cher. Et en plus, ça coûte cher. Donc on est en état de crise et on a quand même de l'argent pour mettre. 7 conflits dans le monde. 7. On a quand même de l'argent à mettre dans l'armée. Donc ça sous-entend. Symbolique, 7. Et tu l'as dit tout à l'heure. La France a besoin de maintenir son rang pour qu'elle puisse continuer à bénéficier des prêts. Parce que ce sont les finances qui la tiennent aujourd'hui. Ouais. Et qu'il faut quand même qu'elle dise. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que je fais. Il y a un lien. La deuxième des propositions, c'est son rapport avec l'islam à l'intérieur. 30 ans, 10 ans d'identité nationale, de débat sur l'islam, de foulard. En fait, on a déplacé les questions sociales sur les questions sociétales et identitaires. C'est-à-dire que nos politiques ont abandonné le champ de l'action concrète, efficace et politique d'une puissance publique pour masquer les choses
par rapport au côté, on va être dans le sociétal. C'est exactement ce que le Parti Socialiste a fait, sous les conseils d'un certain think tank, en disant que la question sociale, elle est morte, les prolétaires, on n'en parle plus, c'est fini, ils vont de toute façon passer à l'extrême droite, venez, on va s'occuper des bobos, et on va s'occuper du côté sociétal, et la droite, à son sociétal à elle, c'est l'identitaire. Donc il faut abandonner cette politique-là. Il faut avoir une vision de fraternité, une vision de les valeurs communes de la France qui donne à un moment donné à chacun d'entre nous le sentiment d'être frère avec l'autre. Troisième proposition. Et dernière, la question, il y aura une quatrième mais je vais la laisser après. La question de la laïcité. L'idée que de définir la position de la France, et non pas seulement de l'État, de la France, et des Français, par rapport à la religion comme étant négative, c'est-à-dire en soi, la religion, c'est dans l'espace privé. C'est pas vrai. L'État dit pas ça. La Constitution française ne dit pas ça. La loi 1905, je l'ai lu en long ne dit pas ça. La religion n'est pas faite pour être dans le privé. Si c'était dans le privé, il n'y aurait pas eu de problème. La religion, c'est une manifestation sociale, civilisationnelle, qui existe dans toutes les cultures. Donc il faut avoir trois choses pour politique. Il faut que la France se donne les moyens de faire connaître le fait religieux à l'ensemble de ses concitoyens. Il faut que chacun connaisse son héritage spirituel et l'héritage spirituel des autres. Et cela doit être pris en charge par l'école. Et enfin, il faut qu'il y ait à un moment donné des lieux de rencontres et de fraternisation autour des valeurs communes que défendent et les spiritualités et la République. Sans ça, on est dans une guerre de tous contre tous où l'État joue le simple arbitre de dire écoutez-moi, je suis incompétent, tout en jouant à côté la lutte contre une communauté particulière dont il faut quand même s'en féliciter. La population qui l'a subi n'a encore rien fait. Karim, ce que je te propose, c'est qu'à la rentrée parlementaire, tu puisses faire venir Ousmane et qu'il puisse faire ses propositions aux députés. Je pense, oui, je lui trouverai toujours un petit créneau à l'Assemblée nationale. Ah, bah écoute, le rendez-vous est pris. Ousmane, t'auras l'occasion de leur parler des yeux dans les yeux. Avec grand plaisir. Je suis pas sûr qu'il aura du succès, hein. J'aurais pas de succès, c'est pour ça que je cherche pas le succès, l'ami Ousmane, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à parler aux députés, il faut chercher à l'être. Ah oui. Oui, ça veut dire, là, il est en train de dévoiler ses intentions, déjà. Moi, mes intentions, elles sont claires. Député. Non, pourquoi est-ce qu'en France, aucun président n'est rentré dans le Panthéon? Ouais, mais ça c'est... Non, parce qu'il y a plus important qu'être président. Il faut être un penseur, un visionnaire. Et vous l'êtes. Ah, je suis pas encore. Mais avec Karim, on va y arriver. Alors, en vraiment une minute, messieurs, le casting états-unien est connu. Élection donc du mois de novembre. Donald Trump côté républicain. Hillary Clinton côté démocrate, ça y est. Ça y est, c'est fait. C'est elle qui a été investie par le parti les démocrates. Malgré des petits scandales comme ça qui sont venus un petit peu entacher la candidature. Tout à fait, malgré les petits scandales. Mais bon, il y avait pas. Elle avait déjà gagné le match face à Bernie Sanders. Ce que j'aimais bien, moi. Bernie Sanders, c'est pour moi, ça me paraît étonnant et de manière, ça me surprend, mais de manière positive en fait. Ça m'a surpris que ça vienne des États-Unis. Est-ce que c'est la Ségolène Royal à la française, celle qui a échoué et qui revient tenter sa chance? En tout cas, elle revient. On constate, moi, elle avait perdu face à Barack Obama, rappelons-le. Exactement. Elle est rejetée aux États-Unis. C'est ça qui d'ailleurs fabuleux. Et il y a Trump. On sait tout ce qu'il pense, le rejet de l'autre. Mais quand tu vois Hillary Clinton aujourd'hui, comment l'image qu'elle a auprès des Américains, je me dis, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'elle a fait aux États-Unis pour mériter ça? Elle était secrétaire d'État, ça. Secrétaire d'État. Bon, sur ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle a utilisé sa boîte mail personnelle pour communiquer. C'est le seul argument qui sort d'ailleurs. Mais clairement, tu la vois élue? Bah oui, certainement. Président de la République. Président de la Ousmane, République. t'es aussi sûr que Karim là-dessus? Évidemment. Moi, je pense qu'elle a des chances, mais maintenant, avec tout ce qui se passe là-bas, j'ai des doutes. Je me dis quand même, le Trump là, il est capable de gagner. Il y a eu des nouvelles. Il y a des nouveaux sondages qui apparaissent que Donald Trump arriverait en tête. Hein. Non, mais ça c'est. Mais le problème, il est qu'après Barack Obama, on en est à là, quoi. Bon, déjà que Barack Obama, il y a des critiques à faire, mais entre Hillary Clinton et Trump, voilà, c'est rade et pas crête, quoi. On aura l'occasion de le faire à l'entrée, ce débat, justement, ce bilan de Barack Obama. Mais Christophe, juste si tu permets, oui, je fais vraiment une parenthèse sur Bernie Sanders. Tu imagines dans un pays de libéralisme géant qui décassait tous les codes d'économie, un mec qui fait une très bonne campagne, qui arrive à un très bon score avec un grand nombre de délégués sur des questions de protection sociale, d'environnement, de santé, d'économie et d'intégration dans l'autre, et tu te dis, c'est quand même possible aux États-Unis
un jour que ça bouscule. François Hollande devrait peut-être s'inspirer. Peut-être. Voilà. Merci en tout cas messieurs de nous avoir offert un bel échange aujourd'hui. Merci. Ousmane Temira, donc chef de projet politique de la ville. Bonnes vacances Ousmane. Merci beaucoup. Karim Polkrops, attaché parlementaire. Bonnes vacances aussi à toi. On vous retrouve à la rentrée évidemment dans l'équipe du Grand Forum messieurs. Demain, ça sera la parité la plus absolue puisqu'il y aura William Maghrebi qui est psychologue avec nous, mais aussi Yasser Louati, militant, ancien porte-parole du CCIF, recruté dans la team France Maghreb 2 du Grand Forum. Demain 16h-18h pardon, soyez là. Bonne soirée tout le monde. Dans un instant de zapping, mobile répondeur, Amar. Et puis le petit coup de cœur juste après les infos, le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 18h01 et c'est Marine Garel qui s'y colle pour l'actualité. Bonsoir Marine.